Novembre 1927, 5e avenue, New York. L'air est vif, mais c'est le vacarme qui saisit les passants à l'angle de la 57e rue. Une équipe de démolition est à l'œuvre. Leur cible n'est pas un immeuble insalubre, mais la plus vaste résidence privée jamais érigée sur l'île de Manhattan. 130 pièces, un îlot urbain tout entier. C'est l'ancienne demeure de Cornelius Vanderbilt II, petit-fils du célèbre Commodore qui bâtit l'empire ferroviaire de l'Amérique. Pendant 45 ans, ce manoir a défié le ciel. Un château de la Renaissance française transplanté sur le sol américain, avec ses murs en calcaire, ses pierres sculptées et ses intérieurs ruisselants de feuilles d'or et de marbre. C'était le genre d'architecture qui ne se contentait pas de suggérer la richesse, mais qui la proclamait si fort qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres à la ronde. Et maintenant, il s'effondre, non pas à cause d'un incendie ou d'une faiblesse structurelle, mais parce que plus personne n'en voulait. Parce que la famille ne pouvait plus supporter la facture fiscale annuelle de 30 000 $. Parce que le monde qui avait enfanté de telles demeures avait cessé d'exister. L'âge d'or américain, ce Gilded Age, avait débuté dans les années 1870 lorsque des fortunes industrielles colossales créèrent une nouvelle aristocratie. Magnats du rail, barons de l'acier, monopoleurs du pétrole. Ces hommes bâtissaient des palais sur la 5e avenue pour rivaliser avec les têtes couronnées d'Europe. Ils donnèrent des fêtes coûtant des centaines de milliers de dollars, collectionnèrent l'art, marièrent leurs filles à la noblesse du vieux continent et menaient une existence d'une opulence telle que le commun des mortels pouvait à peine l'imaginer. Mais à l'aube des années 1920, la fête était finie. Les manoirs furent démolis pour laisser place aux grands magasins et aux immeubles d'habitation. Les fortunes furent taxées. Le système social qui soutenait tout cet édifice s'était effondré sous le poids de la Grande Guerre, des réformes progressistes et de l'évolution des mœurs américaines. Ceci est l'histoire de la fin de l'âge d'or. Non pas un événement unique et brutal, mais une érosion lente, sous des décennies de pression exercée par les mouvements ouvriers, les journalistes, les politiciens et la réalité économique. Un monde bâti sur l'inégalité ne pouvait survivre lorsque ceux d'en bas décidèrent que c'en était assez. Si vous êtes fasciné par les abysses de l'histoire américaine et les secrets de son architecture, je vous invite à nous rejoindre. Nous explorons les forces qui ont bâti et détruit les plus grands empires et domaines de ce pays. Commençons par le premier coup de massue. Chapitre 1. Le jour où le palais de Cornelius Vanderbilt tomba. Le manoir Vanderbilt occupait l'intégralité du bloc entre la 5e avenue et Madison, bordé par les 57e et 58e rues. 130 pièces réparties sur plusieurs niveaux. C'était, selon tous les critères, la plus grande maison privée jamais construite à New York. Cornelius Vanderbilt II l'avait fait ériger en 1882. Il n'était pas le Commodore original, fondateur de la dynastie, mais son petit-fils. Lorsque le jeune Cornelius atteignit l'âge adulte, le nom Vanderbilt était synonyme de chemin de fer, et donc d'une fortune incalculable. La maison était le reflet fidèle de cette puissance. Conçue par George Brown Post, l'un des architectes les plus en vue de New York, sa construction coûta plus de 3 millions de dollars de l'époque, l'équivalent de plus de 90 millions aujourd'hui. L'extérieur évoquait le style des châteaux français. Murs de calcaire, toits pentus, ornements sculptés recouvrant chaque centimètre carré. On aurait dit un morceau de la vallée de la Loire téléporté en pleine ville. L'intérieur était encore plus extravagant. Un grand hall s'élevait sur 3 étages, habillé de boiseries en chêne, sculptées et illuminé par des vitraux. La salle de bal pouvait engloutir des centaines d'invités. Une bibliothèque sur 2 niveaux abritait des ouvrages rares. La salle à manger pouvait asseoir des douzaines de convives sous des plafonds dorés. Chaque pièce semblait en compétition avec la précédente pour l'emporter en marbre, en or, en bois exotiques et en détails artistiques. Cornelius II mourut en 1899 à l'âge de 55 ans, officiellement épuisé par la gestion des intérêts ferroviaires de la famille. Sa veuve, Alice, continua de vivre dans le manoir. Elle maintint la maison, le personnel et les obligations mondaines inhérentes au nom de Vanderbilt. Les fêtes continuèrent, les bals, les dîners. Le manoir demeura l'épicentre de la haute société new-yorkaise. Mais le vent tournait. Même avant la Première Guerre mondiale, l'équation économique pour maintenir de telles maisons devenait complexe. Les impôts fonciers grimpaient à mesure que la ville évaluait ses palais à leur juste valeur.
Les coûts de personnel augmentaient, les domestiques réclamant de meilleurs salaires. Le chauffage, l'entretien, les réparations, tout exigeait une dépense constante. La guerre accéléra brutalement ces changements. La pénurie de main-d'œuvre rendit presque impossible le maintien de grandes équipes de domestiques. Les jeunes hommes qui auraient été valets de pied ou majordomes se battaient dans les tranchées de France. Les jeunes femmes qui auraient été servantes trouvaient des emplois mieux payés dans les usines. Ce monde social, qui tournait autour d'un divertissement ostentatoire, commença à sembler archaïque, voire de mauvais goût, alors que tant d'hommes mouraient outre-Atlantique. Alice Vanderbilt vécut dans le manoir jusqu'en 1926. Elle était alors octogénaire. La maison était devenue bien trop vaste pour une femme âgée, même avec des domestiques. Le quartier changeait lui aussi. Les immeubles commerciaux remplaçaient les autres manoirs. La 5e avenue perdait son caractère résidentiel pour devenir un quartier d'affaires. À la mort d'Alice, ses héritiers firent face à un dilemme. Garder la maison ou vendre. Rien que les taxes foncières s'élevaient à 30 000 $ par an. Ajouter le chauffage, l'électricité, l'entretien de base, un personnel minimal, et les coûts de fonctionnement dépassaient les 100 000 $ annuels. Pour justifier de telles dépenses, quelqu'un devait y vivre réellement. Et y vivre signifiait employer 30 à 50 domestiques, ce qui signifiait 100 000 $ supplémentaires en salaire. Personne dans la famille ne voulait de ce fardeau. La jeune génération des Vanderbilt préférait des maisons de ville plus modestes ou des appartements dotés du confort moderne. Ils possédaient des domaines à la campagne pour leur week-end. Ils n'avaient que faire d'un palais urbain qui dévorait l'argent. Le manoir fut mis sur le marché. Le prix, 7 millions de $ pour le terrain et le bâtiment. Aucun acheteur ne se manifesta pour en faire une résidence privée. L'emplacement était trop précieux pour cela. C'était de l'immobilier commercial de premier choix au cœur de Manhattan. C'est Bergdorf Goodman, le grand magasin de luxe, qui acheta la propriété. Il voulait le terrain. Le bâtiment n'était rien d'autre qu'un obstacle à éliminer. En 1927, les équipes de démolition arrivèrent. Ils commencèrent par le sommet, retirant les tuiles d'ardoise, puis les étages supérieurs, descendant méthodiquement, récupérant les matériaux là où c'était possible, la façade en calcaire sculpté, les manteaux de cheminée en marbre, les boiseries en chêne. Une partie fut sauvée et vendue à des collectionneurs. La majeure partie finit à la décharge. Les New-Yorkais observèrent la démolition avec des sentiments partagés. Certains pleuraient la perte d'un monument historique, d'autres y voyaient un progrès inévitable. Le manoir représentait une époque qui semblait de plus en plus lointaine. 45 ans plus tôt, lors de sa construction, l'Amérique n'avait pas d'impôt sur le revenu, pas de réglementation du travail, aucune limite à la richesse que les nantis pouvaient accumuler. Ce monde avait disparu. La démolition prit des mois. Les journaux couvrirent l'événement régulièrement. Les photographies montraient le manoir réduit peu à peu en gravats, la façade de château percée de trous béants là où se trouvèrent jadis les fenêtres. Les pièces intimes exposées au ciel, le grand escalier ne menant plus nulle part. Sug chapitre 2, Les rois du rail et de l'acier des années 1870, avril 1865, la guerre de sécession s'achève. 4 années de combats ont fauché plus de 600 000 hommes, le Sud est dévasté, le Nord a vaincu, mais la victoire apporte de nouvelles interrogations. Quelle nation l'Amérique allait-elle devenir? La réponse arriva sur des rails. Avant la guerre, l'Amérique était une collection d'économies régionales disparates. Le nord-est fabriquait, le sud cultivait le coton, l'ouest restait un vaste territoire quasi vide. Les transports entre ces zones étaient lents et coûteux, les canaux aidaient, mais gelaient en hiver, les routes étaient épouvantables. Déplacer des marchandises, on la prenait des semaines, voire des mois. La guerre changea la donne, les deux camps avaient utilisé le train de manière intensive. Le Nord, en particulier, avait démontré que le rail pouvait déplacer troupes et ravitaillement à une vitesse inimaginable. Les généraux qui maîtrisaient la logistique gagnaient les batailles, et la logistique, c'était le train. Après la guerre, ce savoir militaire se transforma en opportunité civile. Si les trains pouvaient déplacer des armées, ils pouvaient tout déplacer, céréales, bétail, acier, charbon, passagers. Le pays avait simplement besoin de voies pour relier tout le monde à tout le monde. En 1869, l'extraordinaire se produisit. 2 compagnies, construisant depuis des directions opposées, firent leur jonction dans l'Utah. La ligne transcontinentale était achevée. On pouvait désormais voyager de New York à San Francisco entièrement par le train. Ce qui prenait 6 mois en chariot ne prenait plus que 6 jours. L'impact fut immédiat et colossal. D'un coup,
l'Ouest n'était plus une terre isolée. Les fermiers pouvaient expédier leur blé vers les cités de l'Est, les éleveurs pouvaient envoyer leur bétail vers les abattoirs de Chicago, les villes champignons fleurirent le long des voies ferrées. La prairie vide devint terre agricole, le pays cessa d'être une somme de régions, il devint un marché unique et intégré. Bâtir ces lignes exigeait un capital énorme, bien au-delà des moyens d'un seul individu. Les compagnies vendirent donc des actions et des obligations. Les investisseurs firent de fortune et certains hommes prirent le contrôle de multiples compagnies, créant des réseaux tentaculaires traversant les États. Cornelius Vanderbilt, surnommé le Commodore, fut le premier à saisir la puissance de la consolidation ferroviaire. Il avait bâti sa première fortune dans les bateaux à vapeur. Dans les années 1860, il pivota vers le train. Il ne construisait pas de nouvelles lignes, il achetait celles qui existaient pour les fusionner en un système impitoyable. Dans les années 1870, Vanderbilt contrôlait le New York Central, reliant New York à Chicago, mais aussi à Buffalo, à Albany et des douzaines d'autres villes. Son système déplaçait le fret et les passagers plus efficacement que ses concurrents plus modestes. L'efficacité signifiait des profits, et les profits firent de Vanderbilt l'un des hommes les plus riches d'Amérique. À sa mort en 1877, sa fortune était estimée à plus de 100 millions de dollars. En monnaie d'aujourd'hui, cela représente plus de 2 milliards, la plus grande fortune américaine à cette date. Il légua la majeure partie à un seul fils, William, qui s'avéra encore plus doué pour multiplier la richesse familiale. Mais les trains n'étaient qu'un début. L'expansion du réseau créa une demande vorace pour d'autres industries. Les voies nécessitaient de l'acier, des quantités astronomiques d'acier, des milliers de kilomètres de rails, s'usant constamment et nécessitant remplacement. Andrew Carnegie vit cette opportunité. Immigré écossais ayant débuté comme télégraphiste, Carnegie avait gravi les échelons de la gestion ferroviaire. Il comprenait les rouages du système, ses besoins, ses goulots d'étranglement. Dans les années 1870, il passa du transport à la production. Il bâtit des aciéries colossales autour de Pittsburgh, utilisant la technologie la plus récente, le procédé Bessemer, capable de produire de l'acier plus vite et moins cher que les vieilles méthodes. Carnegie ne se contentait pas de fabriquer de l'acier. Il contrôlait chaque étape du processus. Il acheta des mines de fer dans le Minnesota, des mines de charbon en Pennsylvanie, des navires pour transporter le minerai sur les grands lacs et des lignes de chemin de fer pour acheminer les matériaux vers ses usines. Cette intégration verticale signifiait qu'il ne dépendait de personne. Chaque dollar pouvant être extrait du commerce de l'acier restait dans le système Carnegie. Dans les années 1881, l'acier Carnegie dominait la production américaine. Les profits étaient vertigineux. Carnegie accumulait une richesse rivalisant avec celle des Vanderbilt. Et puis il y a aussi le pétrole, une industrie nouvelle, à peine existante avant la guerre de sécession. En 1859, le premier puits commercial avait été foré en Pennsylvanie. Au début, le pétrole servait à faire du kérosène pour les lampes, remplaçant la coûteuse huile de baleine. Ce marché seul était substantiel. John D. Rockefeller comprit une chose qui échappait aux autres. La fortune ne se trouvait pas dans le forage, trop risqué. Les puits pouvaient se révéler secs ou produire trop, inondant le marché et effondrant les prix. L'argent, le vrai, résidait dans le raffinage et la distribution. Rockefeller fonda la Standard Oil en 1870. La compagnie achetait le brut au foreur, le raffinait en kérosène et le vendait aux distributeurs. Rockefeller négocia des accords secrets avec les compagnies ferroviaires pour obtenir des tarifs d'expédition préférentiels. Il cassait les prix pour acculer ses concurrents à la faillite ou les forcer à vendre. Il racheta les raffineries rivales, les fusionnant en une opération massive. En 1882, la Standard Oil contrôlait près de 90% du raffinage américain. C'était un monopole en tout, sauf le nom. En réalité, c'était un monopole autant dans les faits que dans la forme juridique. Rockefeller a orchestré ses avoirs sous la structure d'un trust, un montage légal ingénieux lui permettant de contrôler une multitude d'entreprises tout en maintenant techniquement leur séparation. Ce trust fit de Rockefeller l'homme le plus riche d'Amérique. Plus riche que Vanderbilt ne l'avait jamais été, plus riche que Carnegie. Selon certaines estimations, à son apogée, la fortune de Rockefeller équivalait à plus de 400 milliards de dollars actuels. Il demeure, à ce jour, l'Américain le plus riche de l'histoire. Ces trois hommes, Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller et leurs semblables, ont généré des concentrations de richesses sans précédent. La rapidité de cette accumulation était stupéfiante. Vanderbilt a bâti son empire en 2 décennies
décennies. Carnegie en une seule, Rockefeller encore plus vite. Ils ont accompli cela dans un environnement vierge de toute régulation. L'impôt sur le revenu n'existait pas avant 1913, les lois antitrust n'arriveraient qu'en 1890, aucune loi sur le travail ne protégeait les ouvriers, aucune exigence de sécurité sur les chantiers, aucune limite sur les horaires, les entreprises pouvaient agir en toute impunité. Les travailleurs, eux, étaient bien livrés à eux-mêmes. Si vous étiez blessé au travail, c'était votre problème. Si vous étiez renvoyé, vous n'aviez aucun recours. Si l'on coupait votre salaire, vous acceptiez ou vous partiez. Le chômage signifiait la misère absolue. Il n'y avait pas de filet de sécurité, pas d'aide sociale, pas d'assurance chômage. Vous travailliez et ou vous mouriez de faim. Cette combinaison explosive, une croissance industrielle massive couplée à une régulation inexistante, a créé des fortunes plus rapidement que n'importe quelle autre époque de l'histoire humaine. Mais elle a aussi engendré une inégalité d'une ampleur que l'Amérique n'avait jamais connue. Le 1% le plus riche possédait plus que les 90% restants réunis. Les riches vivaient dans des palais. Les pauvres s'entassaient dans des taudis sans plomberie ni chauffage. Le terme de « baron voleur » fut inventé pour décrire ces industriels. Les critiques affirmaient qu'ils avaient volé leur fortune par le monopole, la corruption et l'exploitation. Leurs défenseurs les appelaient capitaines d'industrie, et arguant qu'ils avaient bâti l'infrastructure qui faisait de l'Amérique une puissance économique. Les deux descriptions contenaient leur part de vérité. Ces hommes avaient construit les réseaux ferroviaires, les aciéries et les raffineries qui ont transformé le pays. La production industrielle américaine s'envola. Les villes grandirent, le niveau de vie augmenta pour beaucoup, mais les bénéfices furent distribués de manière inégale, terriblement inégale. Les hommes au sommet accumulèrent une richesse incommensurable, tandis que les travailleurs luttaient pour leur survie. Et ces hommes au sommet avaient besoin d'un endroit pour vivre, un lieu qui proclamerait leur succès, une enclave qui les séparerait du commun des mortels. Ils avaient besoin de manoirs, et la 5e avenue, à New York, devint l'endroit élu pour les bâtir, chapitre 3. Et Madame Astor bâtit un monde. L'argent seul ne suffisait pas pour faire partie de la haute société de l'âge d'or. Les Vanderbilt la prirent à leurs dépens. Lorsque William Henry Vanderbilt, le fils du Commodore, tenta de pénétrer les cercles d'élite de New York dans les années 1870, il trouva porte close. Sa famille possédait 100 millions de dollars. Ils possédaient les chemins de fer. Ils exerçaient un pouvoir économique énorme. Rien de tout cela ne comptait. Pour les vieilles familles de New York, les Vanderbilt étaient des nouveaux riches, vulgaires. Le Commodore avait débuté comme exploitant de ferryboat. Cette odeur de travail, de commerce, de mains salies par le labeur ne s'était jamais tout à fait dissipée. Les Vanderbilt avaient besoin de quelqu'un pour les légitimer, quelqu'un qui contrôlait l'accès aux échelons supérieurs, quelqu'un dont l'approbation valait acceptation. Ce quelqu'un était Caroline Schermerhorn Astor. Madame Astor, comme on l'appelait invariablement, était issue de la vieille fortune new-yorkaise. Les Schermerhorn étaient prospères depuis l'époque coloniale. Terre, commerce, banque, le genre de fortune respectable qui s'accumule lentement au fil des générations. Lorsqu'elle épousa William Backus Astor Jr. en 1853, elle rejoignit une autre dynastie établie. Les Astor avaient fait fortune dans le commerce de la fourrure et l'immobilier de Manhattan, assez vieux pour être respectable, assez riche pour être puissant. Dans les années 1870, Caroline décida qu'il fallait définir l'élite de New York. Trop de nouveaux millionnaires surgissaient, l'argent du rail, l'argent du pétrole, l'argent de l'acier. Toute cette nouvelle richesse menaçait de submerger les anciennes familles. Sans gardien du temple, n'importe qui avec de l'argent pouvait prétendre au rang. Elle s'autoproclama gardienne et elle recruta de l'aide. Ward McAllister était un sudiste qui avait fait fortune en Californie avant de se retirer à New York avec de grandes ambitions. Il avait des goûts raffinés, l'expérience des voyages en Europe et le temps nécessaire pour planifier des divertissements élaborés. Il devint le secrétaire, le conseiller et l'exécuteur des basses œuvres de Caroline. Ensemble, ils créèrent une structure, des règles, un système séparant l'acceptable de l'inacceptable. D'abord vint le concept des 400. McAllister aurait inventé le terme en 1888, bien que Caroline ait opéré selon ce principe depuis des années. L'idée était simple, le cercle intérieur de New York se composait d'exactement 400 personnes, pas une de plus. Ce chiffre était censé refléter la capacité de sa salle de bal au 350 de la 5e avenue. Le nombre réel était arbitraire, ce qui comptait, c'était l'exclusivité. En définissant l'appartenance comme un nombre fixe, Caroline et McAllister rendirent l'inclusion inestimable. Si seulement 400 personnes comptaient, alors être l'une de ces 400 personnes signifiait tout. Comment y entrait-on ? Caroline
Caroline décidait. Point final. Il n'y avait pas de formulaire de candidature, pas de critères objectifs. Elle déterminait simplement qui avait sa place et qui ne l'avait pas. Son approbation ouvrait les portes. Sa désapprobation signifiait l'exclusion permanente. Les familles de vieux riches étaient automatiquement incluses, les Livingston, les Stuyvesant, les Rhinelander, des familles riches depuis avant la Révolution. Cela lui donnait une base de peut-être 50 à 75 familles qu'elle considérait comme légitimes. Les places restantes allaient aux familles de nouveaux riches qui avaient fait leurs preuves. Faire ces preuves signifiait démontrer un comportement irréprochable sur de longues périodes. Cela signifiait avoir les bonnes connexions, les bons mariages, le bon goût et surtout, cela signifiait plaire à Caroline. Les Vanderbilt, malgré leur fortune, ont lutté pendant des années. Le Commodore était trop brut, trop ouvertement impliqué dans les affaires, trop prompt à se battre publiquement avec ses concurrents. Caroline le trouvait vulgaire. Son fils, William, était plus raffiné, mais toujours associé au commerce. Ce n'est que lorsque la femme de William, Alva, força le destin que les Vanderbilt purent espérer entrer. En 1883, Alva organisa un bal costumé si élaboré, si coûteux, si magnifiquement excessif, que Caroline ne put l'ignorer. Le bal coûta plus de 200 000 $, l'équivalent de plus de 6 millions aujourd'hui, 1200 invités, des costumes extravagants. La maison fut décorée du sol au plafond, une débauche de luxe conçue comme une arme de guerre sociale. C'était une déclaration, les Vanderbilt étaient arrivés, que Caroline Astor l'ait voulu ou non, elle assista au bal, et une fois le seuil franchi par la reine, la cour suivit. La famille l'était enfin légitime, adoubée par la seule autorité qui comptait, mais ce système exigeait d'une maintenance perpétuelle. Caroline tenait salon durant la saison, ce marathon mondain qui s'étirait de novembre au début du printemps. Elle donnait des dîners, elle trônait dans sa loge permanente à l'opéra, et l'été, elle tenait sa cour à Newport dans sa villa de Beechwood. La saison obéissait à une horlogerie stricte. Le lundi était le soir de l'opéra. Tout ce que New York comptait d'important se pressait au Metropolitan Opera, non pas pour écouter la musique, mais pour être vu. Les loges étaient réparties selon le statut social. Celle de Caroline, au premier rang de la corbeille, était le point stratégique absolu. De là, elle pouvait inspecter la salle entière, notant qui était présent et surtout avec qui. Les cartes de visite étaient essentielles, véritable passeport de cette société close. Les dames laissaient leurs cartes lors des visites. Si l'hôtesse était absente, on déposait la carte dans un plateau d'argent tenu par le majordome. Ces morceaux de carton possédaient leur propre langage codé. Un coin plié signifiait que vous vous étiez déplacé en personne et non que vous aviez envoyé votre valet. Chaque jour de la semaine était assigné. Le mardi pouvait être le jour de réception de Caroline. S'y présenter un mardi signifiait qu'elle vous recevrait. Tenter sa chance un mercredi était un affront. Les jeunes femmes faisaient leur entrée dans le monde lors de bals de débutantes minutieusement orchestrés, des rites de passage les signalant comme mariables auprès de la haute croûte. Mais les événements cruciaux se déroulaient chez Caroline. Être invité à son bal annuel signifiait que votre famille existait. Ne pas l'être signifiait le néant social. Pour les hommes, les règles différaient légèrement. Le succès en affaires ne suffisait pas, il fallait appartenir au bon club, l'Union Club, le Metropolitan, le Knickerbocker. Ces sanctuaires masculins étaient les lieux où les alliances se forgeaient et se renforçaient. L'adhésion nécessitant le parrainage de membres existants, une seule boule noire lors du vote pouvait vous exclure à jamais. Tout ce système n'avait qu'un seul but, empêcher la mobilité sociale. Caroline et son cercle voulaient figer leur position au sommet en créant des règles si complexes et en soumettant l'acceptation à son approbation personnelle. Elle s'assurait que les nouveaux riches ne pouvaient pas simplement acheter leur entrée, ils devaient être invités. Pourtant, la forteresse avait ses faiblesses. Elle supposait que les nouveaux riches désirent cette acceptation. La première génération de barons voleurs s'en moquait souvent. Le vieux Commodore Vanderbilt n'avait que faire de l'opinion de Madame Astor. Il avait l'argent et le pouvoir, cela lui suffisait. C'est la seconde génération, celle de son fils William et surtout de sa belle-fille Alva qui désespérait d'être acceptée. Leurs enfants se marieraient avec les vieilles familles. Pour eux, le rang social était crucial pour les affaires et les alliances matrimoniales. Quant à la troisième génération, elle s'en souciait plus que tout. À l'aube des années 1900, les jeunes Vanderbilt et Astor grandirent avec la certitude qu'ils appartenaient naturellement à l'élite. Ils n'avaient rien connu d'autre, la structure leur semblait éternelle. Caroline maintint sa position jusqu'à sa mort en 1907. Vers la fin, elle était âgée, l'esprit confus, mais toujours reconnue comme l'arbitre suprême du goût.
Après sa disparition, d'autres tentèrent de s'emparer de son rôle, mais aucune n'y parvint totalement. Le monde se fragmenta. L'autorité se dilua, mais durant son âge d'or de 1875 à 1900, elle exerça un pouvoir que l'argent seul ne pouvait acheter. Elle décidait qui comptait, et ces familles fortunées qui bâtissaient leur manoir sur la 5e avenue cherchaient toute son approbation. Ses demeures étaient des déclarations, des preuves de goût et de solvabilité. La 5e avenue devint la scène où se jouait cette pièce de théâtre grandiose. Chapitre 4, la 5e avenue devient la Gold Coast. En 1870, la 5e avenue, au-delà de la 50e rue, était une terre presque vierge, quelques maisons en grès, des terrains vagues, des arbres, une ambiance calme, presque suburbaine. Le quartier résidentiel à la mode se trouvait bien plus bas, autour de Washington Square. 20 ans plus tard, tout avait changé. Le tronçon allant de la 50e à la 90e rue était devenu l'immobilier résidentiel le plus cher d'Amérique. Bloc après bloc, c'était une succession de manoirs en calcaire, de châteaux français, de palais de la Renaissance italienne et d'extravagances beaux-arts. Chacun plus vaste et plus élaboré que le précédent, c'était Vanderbilt Row. Carnegie Hill, le Millionaire's Mile, la manifestation physique de la richesse de l'âge d'or, surgissant de terre avec une vitesse stupéfiante, la transformation débuta avec les Vanderbilt. William Henry, le fils du Commodore, lança le mouvement en 1869. Il commanda une immense demeure à l'angle de la 51e rue. Insatisfait d'une seule maison, il fit construire 3 résidences connectées, une pour lui et sa femme et 2 autres pour ses filles. Le complexe coûta près de 2 millions de dollars, mais le brownstone, ce grès brun typique de New York, semblait déjà démodé. Le matériau en vogue était désormais le calcaire, blanc, élégant, plus européen, et le style à la mode était français, spécifiquement inspiré des châteaux de la Loire. Peu importait que la noblesse française ait mis des siècles à bâtir ces châteaux, les millionnaires américains les voulaient tout de suite. Achevé en 2 ans, Richard Morris Hunt devint l'architecte incontournable. Premier américain formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, il connaissait l'architecture française intimement. Plus important encore, il comprenait ses clients. Il voulait de la grandeur, il voulait impressionner, donc il voulait des maisons qui hurlaient leur richesse à des kilomètres. Hunt livra la marchandise. En 1883, il conçut un manoir pour William Kissam Vanderbilt et sa femme Alva. La maison s'éleva à l'angle de la 52e rue, juste en face des demeures du père. C'était du gothique français, du calcaire gris, des toits pentus, des ornements sculptés partout. L'intérieur regorgeait de tapisseries médiévales, de vitraux et de boiseries importées de domaines européens. La maison coûta 3 millions de dollars. 2 millions supplémentaires furent engloutis dans l'ameublement. Le château Vanderbilt donna le ton. Soudain, chaque millionnaire voulut son palais français, sa villa italienne ou son hôtel particulier. N'importe quoi pourvu que cela soit européen, pourvu que cela suggère des siècles de lignée aristocratique. Même si la fortune avait moins de 10 ans, la compétition architecturale s'intensifia. Si les Vanderbilt bâtissaient à la 52e rue, les Astor bâtiraient eux plus grand à la 65e. Si Carnegie commandait une maison à la 90e, quelqu'un d'autre irait encore plus haut dans l'avenue. Chaque manoir tentait d'écraser ses voisins. Andrew Carnegie fit construire son palais entre la 90e et la 90e rue, soit en 1899. Il avait étudié les autres manoirs avec soin et avait décidé qu'ils étaient tous trop ostentatoires. Le sien serait plus simple, élégant, raffiné, une simplicité toute relative bien sûr, pour un édifice coûtant plus d'1 million de dollars et occupant tout un front de rue. Henry Clay Frick, partenaire puis rival de Carnegie, bâtit plus au sud, à la 70e rue. Son ambition n'était pas seulement domestique, il érigeait un futur musée. Frick accumulait déjà les toiles de maîtres anciens, il lui fallait un écrin digne de sa collection. Architecture classique, vaste galerie, éclairage zénithal étudié, la maison ouvrit ses portes en 1914, au crépuscule même de cette époque. Les Astor, eux, multiplièrent les résidences. Si la demeure de Caroline à la 65e rue restait modeste comparée aux palais ultérieurs, son fils, puis ses neveux, virent plus grand. La famille possédait la terre même sur laquelle New York s'élevait. L'argent de l'immobilier manhattanien achetait davantage d'immobilier manhattanien, un cycle vertueux de richesse infinie, mais la palme de l'excès revint au sénateur William Andrews Clark, roi du cuivre du Montana. 121 pièces, 4 galeries d'art, plusieurs salles de bal, 7 millions de dollars et 7 ans de travaux pour un achèvement en 1911. Les critiques la qualifièrent de vulgaire, d'aberration architecturale. Clark n'en avait cure, il avait l'argent et il voulait que l'univers entier le sache. Ce boom de la construction fit la fortune des architectes, des entrepreneurs et des artisans. L'Europe expédiait son marbre par navires entiers, des sculpteurs italiens traversaient l'Atlantique pour ciseler la pierre, des décorateurs français installaient des boiseries centenaires. Ces manoirs devinrent des vitrines
du luxe importé. Bâtir un tel palais prenait 2 à 4 ans durant des décennies. Les voisins de la 5e avenue durent endurer le fracas constant des marteaux, la découpe de la pierre, le balai des chariots de livraison, une cacophonie permanente que personne n'osait critiquer trop fort, car chacun construisait ou prévoyait de construire. C'était une compétition de détails qui avait la plus grande salle de bal, l'escalier de marbre le plus imposant, la collection d'art la plus précieuse. Les propriétaires traitaient leur résidence comme des musées privés, offrant des visites guidées à des invités triés sur le volet. Mais derrière la façade, les exigences logistiques étaient titanesques. Une maison de 30 à 50 pièces nécessitant au bas mot 20 à 40 domestiques. Majordome, gouvernant, cuisinier, valet de pied, soubrette, chauffeur pour les automobiles, palefrenier pour les chevaux. Ils vivaient dans les étages supérieurs, sous les combles, dans des chambres exiguës et sommairement meublées. Un monde parallèle totalement séparé des fastes des salons inférieurs. Ils empruntaient des escaliers de service dérobés. Ils devaient être invisibles, sauf lorsqu'ils servaient. Le système exigeait une gestion militaire. La gouvernante supervisait les femmes, le majordome commandait aux hommes et tous répondaient à la maîtresse de maison qui orchestrait cette vaste entreprise. Les coûts ne s'arrêtaient donc pas à la construction et au personnel. Les taxes foncières grimpaient en flèche à mesure que la ville réévaluait ses palais. Les assurances étaient exorbitantes, le chauffage en hiver était un gouffre financier, ces maisons possédaient des douzaines de cheminées et des systèmes de chauffage central primitifs qui dévoraient le charbon par tonne. L'entretien était constant, les toits fuyaient, la maçonnerie se fissurait, la décoration intérieure exigeait des mises à jour régulières pour rester à la mode. Et pourtant, de 1885 à 1905, la frénésie continua. Plus de manoirs, toujours plus grands, toujours plus élaborés. La 5e avenue devint un canyon de richesse. Remonter l'avenue revenait à passer devant une succession de palais, chacun hurlant la fortune de son propriétaire. La concentration de capitaux dans une si petite zone était sans précédent. Sur 20 pâtés de maisons vivaient des familles, pesant collectivement des centaines de millions. Ils fréquentaient bien les mêmes fêtes, mariaient leurs enfants entre eux, siégeaient au même conseil d'administration et dirigeaient la finance américaine depuis leur salon doré. La rue devint une attraction touristique. On venait à pied ou en tramway juste pour contempler ses façades. Le dimanche après-midi, les trottoirs se remplissaient de familles de la classe moyenne, fixant des maisons qu'elles ne pourraient jamais s'offrir. Les résidents riches ignoraient ou méprisaient cette intrusion, mais ne pouvaient l'empêcher. C'était des maisons privées sur des rues publiques. Tout cet étalage reposait sur un système qui semblait permanent. Les riches resteraient riches. Leurs enfants hériteraient et maintiendraient ces maisons. Les manoirs resteraient debout pour des générations comme les palais européens. Personne, en bâtissant dans les années 1890, n'imaginait que 30 ans plus tard, la plupart de ces œuvres seraient démolies. Personne ne pensait que le système pouvait s'effondrer. Mais les forces qui allaient tout détruire s'assemblaient déjà là où les résidents de la 5e avenue ne regardaient jamais, dans les usines, dans les taudis, dans les journaux, dans les mouvements politiques. Le retour de bâton contre les excès de l'âge d'or arrivait, il n'avait simplement pas encore frappé. Chapitre 5, au cœur d'un bal de l'âge d'or, l'invitation arrivait des semaines à l'avance, carton lourd, gravure soignée, votre nom calligraphié avec élégance, la date, l'heure, l'adresse. Et implicitement, l'ordre d'être présent. Refuser l'invitation à un grand bal sans une excuse en béton était impensable. Ces événements n'étaient pas de simples fêtes. C'est là que les réputations se faisaient ou se brisaient, que les mariages s'arrangeaient, que les alliances commerciales se scellaient, que la hiérarchie sociale s'affichait au grand jour. Se préparer pour un bal prenait des jours. Pour les femmes, chaque détail était une question de vie ou de mort sociale. La robe devait être neuve, ou du moins jamais vue par les invités présents ce soir-là. Elle devait être à la mode, mais pas trop audacieuse, coûteuse, mais pas vulgaire. Une seule robe pouvait coûter plusieurs milliers de dollars, l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier d'usine. Puis venaient les joyaux. Les diamants étaient essentiels, émeraudes, rubis, saphirs. Les femmes les plus riches portaient des fortunes autour du cou, diadèmes, colliers, bracelets. Ces bijoux avaient une double fonction, l'étalage de la richesse évidemment, mais aussi celle d'un compte en banque portable. En cas de désastre financier, les joyaux pouvaient être vendus. Bien des familles ont traversé des revers de fortune en liquidant discrètement quelques pierres précieuses. La coiffure exigeait des heures d'attention. Les femmes de chambre s'affairaient avec des fers à friser chauffés à la flamme du gaz. Elles bâtissaient des structures élaborées, piquées de peignes incrustés de bijoux, ajoutant des postiches si nécessaire. L'objectif était la hauteur et le volume. Une chevelure haute rendait la femme plus grande, plus royale. Les hommes avaient la vie plus facile. La tenue de soirée était standardisée, frac noir, gilet blanc, nœud papillon blanc, gants blancs,
blancs, souliers vernis. Cette uniformité était intentionnelle, les hommes ne devaient entrer en compétition par leur tenue, leur richesse devait transparaître à travers l'apparence de leurs épouses et de leurs filles. Les calèches commençaient à arriver vers 9 ou 10 heures du soir. Arriver plus tôt, c'était paraître trop impatient. Arriver plus tard, c'était risquer de manquer les moments cruciaux. Le timing relevait du calcul stratégique. L'approche d'un grand manoir, un soir de bal, était un spectacle en soi. Des auvents s'étiraient du trottoir jusqu'à l'entrée majestueuse. Un tapis rouge recouvrait le pavé. Des valets en livrée se tenaient au garde-à-vous, tandis que la police contenait la foule des curieux venus apercevoir l'arrivée des grands de ce monde. À l'intérieur, la métamorphose était totale. Les domestiques avaient passé des jours à tout préparer. Chaque pièce du rez-de-chaussée était ouverte. Les meubles avaient disparu ou étaient repoussés contre les murs pour laisser place à une véritable jungle apprivoisée. Des milliers de fleurs saturaient l'espace, roses, orchidées, lys, palmiers et immenses urnes florales. À elles seules, ces fleurs pouvaient coûter 10 000 $, une fortune éphémère destinée à faner avant l'aube. L'éclairage était crucial, que ce soit au gaz ou plus tard, grâce à la fée électricité, l'objectif était une clarté aveuglante. Des centaines de bougies et de candélabres ajoutaient leur chaleur, mais le but n'était pas l'intimité, c'était l'éclat. Ces événements avaient lieu la nuit, mais devaient donner l'illusion du plein jour, une lumière assez vive pour faire étinceler les joyaux, assez crue pour qu'aucune ombre n'offre de refuge à ceux qui redoutaient l'examen public. Les hôtes recevaient dans le grand hall, les invités passaient par une ligne de réception, poignée de main, brèves salutations, noms annoncés avec force par le majordome. Ce moment précis définissait l'appartenance. Être dans cette file, c'était être accepté. La musique résonnait dès l'arrivée. Un orchestre complet, généralement dissimulé dans une galerie ou sur un palier, se faisait entendre sans être vu. Des valses, des mazurkas, des polkas. Plus tard dans la soirée, on osait les nouvelles danses scandaleuses aux venues d'Europe, le turkey trot, le bunny hug. Les anciens désapprouvaient, la jeunesse exultait. La danse suivait un protocole rigide. Les couples mariés, les plus âgés, ouvraient le bal, suivis des jeunes mariés. Enfin, les jeunes femmes célibataires entraient en piste avec des partenaires appropriés. L'ordre était sacré. Danser hors de son rang était un manque de respect flagrant envers les conventions. Pour les jeunes femmes, le bal était un terrain de chasse, ou plutôt une vitrine. Elles venaient pour être vues par des maris potentiels. Leur mère le veillait au grain, notant scrupuleusement qui invitait leur fille. Trop de danse avec un seul homme, un attachement inconvenant. Trop peu de danse au total, un signe d'impopularité. L'idéal était une attention soutenue, mais répartie entre plusieurs prétendants acceptables. Les hommes, eux, utilisaient les bals pour évaluer le marché matrimonial. La danse offrait l'opportunité de la conversation. On pouvait juger l'intelligence, la personnalité, les intérêts. On observait le maintien d'une femme, sa façon d'interagir et bien entendu, on évaluait la richesse et les connexions de sa famille. Entre les danses, les invités circulaient. On admirait l'art, on commérait, on observait. Chaque conversation était un calcul, avec qui vous parliez importait autant que ce que vous disiez. Être vu en grande discussion avec des gens importants suggérait que vous l'étiez aussi. Vers minuit, le souper était servi. Pas un dîner assis, mais un buffet gargantuesque dressé dans la salle à manger et les pièces adjacentes. Les tables croulaient sous les mets, plats chauds, plats froids, arrangements élaborés de faisans entiers, saumon, homard, huîtres, caviar, le champagne coulait sans discontinuer. La nourriture seule pouvait coûter 20 000 $. L'informalité de ce repas était intentionnelle, elle encourageait le mélange, on mangeait debout ou en petits groupes. C'est là que les vraies affaires se discutaient, là que les parents arrangèrent les rencontres entre leurs enfants, là que les alliances se forgeaient. Le souper durait 1 heure ou plus, puis la danse reprenait, le rythme s'accélérait, les règles se détendaient légèrement à mesure que la nuit avançait et que le champagne faisait son effet. L'atmosphère se déliait, jamais scandaleusement bien sûr, mais suffisamment pour que les rires fusent plus facilement. Le bal ne finissait pas à 1 heure précise, les invités partaient quand bon leur semblait, les hôtes restaient debout jusqu'au départ du dernier convive, parfois à 3 ou 4 heures du matin. Les domestiques, eux, restaient bien plus tard, nettoyant, débarrassant, réarrangeant les meubles, ils travaillaient souvent jusqu'à l'aube. Le lendemain, les journaux couvraient l'événement, les pages société listaient les présents, décrivaient les robes, notaient qui avait dansé avec qui. Ces comptes rendus étaient dévorés par le public. Être mentionné signifiait que vous comptiez, être ignoré signifiait le néant. Le coût d'une telle soirée était étourdissant, un grand bal coûtait aisément 50 000 à 100 000 $. Fleurs, nourriture, personnel, musique, c'est l'équivalent de 2 à 4 millions de dollars d'aujourd'hui pour une seule soirée, une nuit de divertissement oubliée en une semaine, mais ces événements n'étaient
Pas vraiment du divertissement, c'était des démonstrations de puissance, des exercices de domination financière, des opportunités de cimenter la hiérarchie sociale. Chaque élément, l'invitation, la fleur, le champagne, servait à prouver que l'hôte avait les moyens et que l'invité méritait d'être là. Et la fréquence était effarante. Durant la saison, un bal majeur avait lieu presque chaque semaine. Les riches passaient des mois chaque année à ne rien faire d'autre que de se divertir entre eux. Là, ce mode de vie exigeait des ressources colossales, du temps, de l'énergie et surtout, il exigeait de ne jamais se demander si cela en valait la peine. Le système fonctionnait tant que tout le monde jouait le jeu. Mais dès lors que l'on commençait à questionner l'utilité de ces fastes, l'édifice entier se fragilisait. Au début des années 1900, des voix s'élevaient déjà. Les réformateurs progressistes pointaient l'indécence de la disparité. Un seul bal coûtait plus que ce qu'un ouvrier gagnerait dans toute une vie de labeur. Ces mêmes familles qui dépensaient 100 000 $ en une nuit employaient des travailleurs à des salaires de misère. La critique était cinglante. Certains hôtes devinrent défensifs, d'autres plus discrets. Quelques-uns commencèrent même à douter, mais pour la plupart, la valse continuait, car s'arrêter revenait à admettre que les critiques avaient quoi que ces raisons, et l'élite de l'âge d'or n'était pas encore prête pour cet aveu, pas encore. Chapitre 6, l'armée des ombres, le monde des domestiques. Un manoir de l'âge d'or ne fonctionnait pas par magie. Derrière chaque bal élégant, chaque dîner formel, chaque résidence impeccablement tenue, se dressait une armée invisible de travailleurs œuvrant sans relâche. Les chiffres donnaient le vertige. Un palais typique de la 5e avenue ne nécessitait pas simplement quelques domestiques, mais un régiment, 30 à 50 membres du personnel. Les plus grandes maisons en employaient que 70 ou plus. Même le cottage d'été des Vanderbilt à Newport avec ses 70 pièces, maintenait un équipage permanent de 40 personnes. Et cela sans compter les renforts embauchés pour les grands événements. La hiérarchie en bas était aussi rigide que celle des maîtres à l'étage. Au sommet de la pyramide trônait le majordome. Il supervisait tous les employés masculins, gérait la cave à vin, orchestrait le service formel et agissait comme l'aide de camp du maître de maison. Un bon majordome gagnait entre 1200 et 2000 $ par an, une somme substantielle pour l'époque, reflétant son importance capitale. Son homologue féminin, la gouvernante, occupait un rang égal. Elle dirigeait le personnel féminin, gérait le linge, supervisait le nettoyage, tenait les comptes du ménage et s'assurait que la machine tournait sans grincement. Son salaire égalait celui du majordome. Ensemble, ils formèrent la couche managériale de cette entreprise domestique. Sous eux, les spécialistes. La cuisinière dirigeait ses fourneaux comme un général mène une opération militaire. Elle avait sous ses ordres 2 ou 3 assistants et des filles de cuisine. Dans les foyers les plus fortunés, le chef était souvent un homme, français de préférence, car la cuisine française était le summum du prestige. Ces professionnels commandaient des salaires élevés et étaient connus pour leur tempérament volcanique. Les femmes de chambre personnelle servaient à la maîtresse de maison et ses filles adultes. Elles coiffaient, entretenaient les garde-robes, faisaient les valises. C'était un travail qualifié nécessitant une formation pointue. Une telle employée devait connaître la mode, comprendre les tissus, réaliser des coiffures élaborées et surtout maintenir une discrétion absolue sur les secrets de famille. Le valet de chambre remplissait les mêmes fonctions pour le maître et ses fils, entretien des costumes, préparation du bain, rasage. La fiabilité devait être totale, les valets de pied étaient dans ces jeunes hommes en livrée qui servaient à table, ouvraient les portes et fournissaient une assistance générale. Ils étaient choisis en partie pour leur physique, la taille comptait, la beauté aidait car ils portèrent des uniformes élaborés conçus pour impressionner les visiteurs. Leur travail était visible, ils faisaient partie du décorum. Les domestiques se divisaient ensuite en catégories précises. Les filles de salle nettoyaient les pièces de réception. Maintenant impeccables, les espaces que les invités voyaient, les femmes de chambre s'occupèrent des appartements privés. Les filles de cuisine travaillaient au feu sous les ordres du chef. Les blanchisseuses, souvent plusieurs femmes, s'attaquaient aux montagnes de linge dans les sous-sols. Chaque catégorie avait ses devoirs et son statut. Tout en bas de l'échelle sociale de la maison, on trouvait les souillons, elles récuraient les casseroles, nettoyaient les sols, exécutaient les tâches les plus ingrates que personne d'autre ne voulait toucher, généralement de très jeunes filles, souvent des immigrés fraîchement débarqués. Elle gagnait peut-être 3 $ par semaine. Elle dormait dans de minuscules chambres mansardées, travaillait 16 heures par jour et rêvait de monter en grade. Le labeur était implacable. La journée d'une domestique débutait vers 6 heures du matin, allumer les feux et les cheminées dans toute la maison, vider les pots de chambre, monter l'eau chaude pour la toilette, préparer le petit déjeuner, servir, débarrasser.
nettoyer les pièces communes avant que la famille ne s'éveille et ne descende, tout cela en restant invisible. Les domestiques étaient formés pour se fondre dans le décor. Si un membre de la famille vous croisait alors que vous n'étiez pas en service commandé, vous aviez échoué. Après les tâches du matin venait la préparation et le service du déjeuner, puis les corvées de l'après-midi et enfin la préparation du dîner. Les dîners formels exigeaient un service élaboré, des plats multiples, un timing parfait. Le majordome dirigeait le tout comme un chef d'orchestre. Une erreur, une goutte renversée, un instant de maladresse pouvait entraîner un renvoi immédiat. Après le dîner venait le nettoyage, la vaisselle lavée à la main, l'argenterie rangée, la salle à manger remise en ordre pour le lendemain. Le personnel de cuisine pouvait travailler jusqu'à 11 h du soir ou plus tard pour se lever à nouveau à 6 h le lendemain matin. Un jour de congé par mois était la norme. Certains employeurs accordaient moins. Ce jour de congé se résumait souvent au dimanche après-midi et à la soirée. Pas assez de temps pour aller loin, juste assez pour aller à l'église, écrire des lettres à la famille et se reposer avant de reprendre le collier. Les conditions de vie oscillaient entre le décent et le sordide. Les meilleurs employeurs fournissaient des chambres correctes, une nourriture adéquate et traitaient leurs gens avec respect. D'autres entassaient les domestiques dans des greniers non chauffés, les nourrissaient de reste et les exploitaient sans pitié. Donc les employés n'avaient aucun recours, l'emploi était au gré du maître, vous pouviez être viré instantanément, sans explication ni référence. Pas de travail signifiait pas de revenus et pas de revenus signifiait la rue. Le travail était aussi dangereux. Les cuisines étaient des fournaises où l'on se brûlait constamment. Les blanchisseries utilisaient des produits chimiques agressifs. Les chutes d'échelle en nettoyant les fenêtres tuaient ou estropiaient régulièrement. Aucune indemnité pour accident du travail n'existait. Si vous étiez blessé, vous étiez remplacé. Les salaires semblaient dérisoires selon nos normes modernes, mais avaient du sens dans le contexte. Le gîte et le couvert étaient inclus. Les domestiques ne payaient ni loyer ni nourriture. Leurs gages pouvaient être d'économiser ou envoyés à la famille. Beaucoup de travailleurs immigrés soutenaient des parents restés en Europe grâce à ces gains. Pourtant, l'inégalité crevait les yeux. Une femme de chambre gagnant 400 $ par an habillait une dame qui dépensait plus que cette somme pour une seule robe de bal. Des valets de pied gagnant 300 $ annuels servaient des dîners où le vin seul coûtait plus cher que leur salaire mensuel. La disparité s'étalait quotidiennement sous leurs yeux. Certains employeurs étaient bienveillants, offrant des cadeaux à Noël, des bonus pour l'ancienneté, des soins médicaux. Ces gestes créaient de la loyauté. D'autres étaient cruels, retenant sur salaire la moindre infraction, interdisant toute relation amoureuse. Ils renvoyaient les servantes enceintes sans référence, s'assurant qu'elles ne retrouveraient jamais de place dans une maison respectable. Le déséquilibre de pouvoir était total. Les jeunes femmes faisaient de face à des dangers particuliers. Les avances non désirées des hommes de la maison ou de leurs invités étaient monnaie courante. Refuser pouvait signifier le renvoi, accepter pouvait signifier la grossesse et la ruine. Souvent, les employeurs blâmaient à la servante, affirmant qu'elle avait dû être séductrice. Les victimes n'avaient aucune protection, aucun avocat, aucune justice. L'organisation syndicale parmi les travailleurs domestiques était une chimère. Ils vivaient chez leurs employeurs, isolés, travaillant individuellement. Ils étaient facilement remplaçables. Les syndicats se concentraient sur les usines et les mines, là où les hommes luttaient collectivement. Ici, dans le silence des couloirs de service, chacun était seul. Les travailleurs domestiques restaient des êtres isolés, vulnérables. Mais à l'aube du XXe siècle, une hémorragie commença. L'offre de main-d'œuvre s'amenuisait. Les jeunes femmes découvraient qu'il existait d'autres horizons. L'usine payait moins, c'est vrai, mais l'usine offrait une chose inestimable, la liberté. À l'usine, quand la cloche sonnait, vous étiez libre, vous rentriez chez vous, vous aviez une vie privée. Malgré les salaires inférieurs, beaucoup préféraient la dureté de l'atelier à la servitude dorée des manoirs. Les familles riches sentirent le vent tourner. Trouver du personnel compétent devenait un calvaire. Former incessamment de nouvelles recrues était épuisant. Pour attirer les candidats, il fallait augmenter les gages. L'équation économique pour maintenir ces armées de l'ombre devenait insoutenable. La Première Guerre mondiale porta le coup de grâce. Les hommes partirent au front, les femmes prirent le chemin des usines d'armement pour soutenir l'effort de guerre. Soudain, le service domestique apparut pour ce qu'il était, archaïque, servile, une relique de l'aristocratie européenne qui n'avait pas sa place dans l'Amérique moderne. La pénurie rendit la gestion des manoirs impossible. Gérer une résidence de 50 pièces avec la moitié du personnel requis n'était pas une simple difficulté logistique. C'était une faillite fonctionnelle. On rognait sur les dépenses, les standards s'effondraient et les coûts continuaient de grimper alors même que la qualité du service chutait. Les riches familles qui avaient bâti ces palais
en supposant que la main-d'œuvre serait éternelle et docile, se retrouvèrent piégés dans des cages dorées qu'elles ne pouvaient plus entretenir, et les travailleurs, ceux-là même qui avaient rendu possible le mode de vie de l'âge d'or, s'en allaient. Ils tournèrent le dos, refusant les anciens termes du contrat social. Leur rébellion silencieuse démantelait le système de l'intérieur. Chapitre 7, la jalousie européenne et la fièvre de l'art. Les millionnaires américains avaient un problème existentiel. Ils étaient plus riches que les aristocrates européens. Leurs maisons étaient plus vastes que les palais du vieux continent, mais personne, absolument personne, ne les prenait pour des nobles. Ils étaient neufs, bruts, commerciaux. Leur argent sentait l'acier et le pétrole. Les nobles européens, eux, non, héritaient de domaines et de titres remontant à la nuit des temps. Les Américains voulaient une légitimité culturelle. Ils voulaient être perçus comme des mécènes raffinés et non comme de vulgaires hommes d'affaires. Ils se tournèrent donc vers la seule chose capable de combler ce fossé, l'acquisition de chefs-d'œuvre, pas n'importe lesquels, les maîtres anciens, peintures de la Renaissance, tapisseries médiévales, sculptures antiques, le genre d'artefacts culturels livrés avec des siècles de provenance incontestables. Si vous ne pouviez pas hériter d'une lignée aristocratique, vous pouviez en acheter les décors. Le timing était d'une cruelle perfection pour les deux parties. La noblesse européenne possédait des trésors, mais manquait cruellement de liquidité. Les millionnaires américains regorgeaient de cash, mais manquaient de crédibilité. Un marché transatlantique se développa à une vitesse fulgurante dans les années 1880 et 1890. Les aristocrates britanniques furent les premiers à vendre. La dépression agricole des années 1870 avait dévasté leurs revenus locatifs. Des domaines qui avaient soutenu des familles pendant des générations ne couvrirent plus leurs frais. Des toiles qui pendaient dans des manoirs de campagne depuis 200 ans prirent le chemin des enchères. Les acheteurs américains se jetèrent dessus comme des prédateurs affamés. JP Morgan mena la charge. Le banquier assembla l'une des plus grandes collections privées de l'histoire. Il n'achetait pas la pièce, il achetait le contenu de domaines entiers. Les marchands lui présentaient des catalogues. Morgan encerclait ce qu'il voulait, parfois des pages entières. Les achats étaient mis en caisse et expédiés à New York ou à sa résidence londonienne. Morgan acquérait tout, yesman peinture, manuscrits, livres rares, porcelaine chinoise, antiquités égyptiennes, reliquaires médiévaux, bronze de la Renaissance. Si c'était vieux, précieux et culturellement significatif, Morgan le prenait. Ses avoirs finirent par remplir plusieurs entrepôts. Il ne vit jamais une grande partie de ses trésors. Il les possédait, c'était suffisant. Henri Clay Frick adopta une approche plus chirurgicale. Il ne voulait que des tableaux de maîtres anciens, Rembrandt, Vermeer, Van Dyck, Velázquez. Il bâtit son manoir de la 5e avenue spécifiquement pour les exposer. Grande galerie, éclairage, parfait. La maison était en réalité un musée privé dans lequel Frick avait l'autorisation de dormir. Frick payait des sommes astronomiques. En 1911, il acheta un portrait de Rembrandt pour 500 000 $, l'équivalent de plus de 15 millions aujourd'hui pour une seule toile. Il considérait cela comme une bonne affaire. Les grandes œuvres ne faisaient que prendre de la valeur et posséder un Rembrandt signifiait quelque chose. Cela proclamait le goût, la sophistication, l'autorité culturelle. Les Vanderbilt, eux aussi, participèrent à la curée, bien que de manière moins systématique que Morgan ou Frick. Ils achetaient du mobilier français, des tapisseries des Gobelins, des sculptures italiennes, tout ce que les marchands parvenaient à leur vendre. Leurs manoirs devinrent des musées d'art décoratif européens importés en gros et installés dans des maisons américaines. William Randolph Hearst poussa la logique de l'acquisition jusqu'à l'absurde. Il achetait des pièces entières, des boiseries arrachées à des châteaux français, des plafonds démontés dans des palais italiens. Il les faisait démanteler, expédier en Amérique et réinstaller dans ses propriétés. S'il aimait une cheminée dans un monastère espagnol, il achetait le monastère, prenait ce qu'il voulait et laissait le reste en ruine. Les marchands qui facilitaient ces transactions devinrent eux-mêmes richissimes. Joseph Duvaine dominait le marché. Marchand britannique aux connexions impeccables, il comprenait parfaitement les deux camps. Il savait quelles familles étaient aux abois. Il savait quels millionnaires américains étaient en quête de prestige. Il les réunissait, prélevant au passage des commissions substantielles. Duvine était aussi un vendeur de génie. Il a convaincu les mécènes américains que certains artistes comptaient plus que d'autres. Il fit la promotion agressive de Rembrandt, des maîtres hollandais en général et de la Renaissance italienne. Il façonna littéralement l'apparence des galeries américaines d'aujourd'hui. L'ampleur de ce transfert transatlantique fut colossale. Entre 1870 et 1914, des milliers d'œuvres majeures quittèrent l'Europe pour l'Amérique. Le Louvre et la National Gallery ne perdirent rien.
Mais les collections privées furent éventrées. Des œuvres qui ornaient des manoirs anglais depuis des siècles finirent daigne sur les murs de la 5e avenue. Les Européens observaient ce pillage légal avec des sentiments partagés. Les ventes apportaient un capital vital, mais elles représentaient une perte culturelle irréparable. Le patrimoine national fuyait vers les industriels américains. Certains critiquaient les aristocrates pour avoir vendu leurs droits d'aînesse contre du cash. Mais les aristocrates n'avaient pas le choix, garder les tableaux signifiait perdre le domaine entier. Au final, ce sont les directeurs de musées américains qui en furent les grands bénéficiaires. JP Morgan légua une grande partie de ses trésors au Metropolitan Museum, la maison entière de fric, ainsi que son contenu devint un musée après sa mort. D'autres riches mécènes prirent des dispositions similaires. Les institutions américaines purent ainsi acquérir des chefs-d'œuvre européens sans avoir à négocier avec des gouvernements étrangers. Mais acheter des peintures ne conférait pas automatiquement la sophistication. Les critiques, surtout ceux venus d'outre-Atlantique, se moquaient ouvertement de ces Américains. Ils soulignaient qu'acheter la culture n'était pas la même chose que créer la culture. Les Américains accumulaient des artefacts, ils ne les comprenaient pas, c'était des acheteurs, pas des connaisseurs. Certaines critiques visaient juste. Les millionnaires américains achetaient souvent sans discernement, s'en remettant aveuglément aux conseils des marchands. Ils achetaient pour le statut plus que par appréciation réelle. Quelques-uns étaient véritablement érudits, mais beaucoup ne voulaient que des galeries impressionnantes. Isabella Stewart Gardner faisait figure d'exception. Héritière de Boston, elle fit construire un palais vénitien dans sa ville natale spécifiquement pour abriter ses trésors. Mais contrairement à beaucoup de ses pairs, elle comprenait la peinture et la sculpture intimement. Elle étudiait, elle voyageait énormément, elle se liait d'amitié avec des artistes et des érudits. Ses acquisitions reflétaient une passion authentique, pas seulement un carnet de chèques bien rempli. La compétition entre acheteurs fit flamber les prix. Lorsque plusieurs millionnaires convoitaient le même Rembrandt, les enchères atteignaient des sommets absurdes. Les marchands encouragèrent cette frénésie, insinuant qu'un rival était sur les rangs, créant une rareté artificielle. Les Américains, déterminés à ne pas se laisser damer le pion, payaient le prix fort. Au début des années 1900, les plus grands chefs-d'œuvre européens passaient massivement entre des mains américaines. C'était un basculement culturel majeur pendant des siècles. Les grandes peintures ont été restées en Europe. Désormais, elles traversaient l'Atlantique par cargo entier. Les musées du monde entier prirent note. Les institutions américaines devenaient des centres incontournables. Cette pratique créait aussi des obligations. Si vous possédiez des pièces majeures, on attendait de vous que vous les partagiez tôt ou tard par des donations au musée ou en ouvrant votre demeure aux érudits. Les mécènes de l'âge d'or acceptèrent largement ce rôle. Ils se voyaient comme des gardiens, pas seulement des propriétaires. L'étoile leur survivrait, leur héritage consisterait à les rendre accessibles. Mais la Première Guerre mondiale changea la donne. Soudain, acheter à l'Europe semblait indécent. Les soldats américains se battaient là-bas. L'échange culturel, qui semblait jadis sophistiqué, devenait complexe. Les Américains devaient acheter les trésors de pays qu'ils défendaient militairement. Après la guerre, le marché reprit, mais le contexte avait muté. Les millionnaires américains qui avaient bâti ces grandes galeries vieillissaient ou mouraient. Leurs héritiers n'étaient souvent pas intéressés par l'entretien de collections aussi gigantesques. Les assemblages commencèrent à se fragmenter, les musées acquirent des pièces, certaines retournèrent en Europe, les galeries privées, concentrées de l'âge d'or, commencèrent à se disperser, et toute cette entreprise révéla une vérité fondamentale sur la richesse de l'âge d'or. Ces hommes pouvaient tout acheter, sauf l'unique chose qu'ils désiraient vraiment, la légitimité, l'autorité culturelle, le respect qui découle de siècles de raffinement. Ils pouvaient posséder un Rembrandt, mais ils ne pouvaient changer le fait que leur argent provenait de puits de pétrole et d'acierie. Ils restaient des hommes d'affaires américains devenus très riches. Les achats ne pouvaient les transformer en autre chose. Mais les peintures, elles, pouvaient leur survivre. Les œuvres qu'ils ont achetées pendent toujours au mur des musées américains. Les collections qu'ils ont assemblées profitent toujours au public. Leur argent a disparu, leurs manoirs sont démolis, mais les toiles demeurent. En ce sens, ils ont atteint une forme d'immortalité, pas la légitimité aristocratique qu'ils cherchaient, mais peut-être quelque chose de plus précieux, une contribution durable à la culture américaine. Chapitre 8, l'assaut des muckrakers. Les riches pensaient contrôler leur image. Ils possédaient les journaux, ils parrainaient des œuvres de charité, ils construisaient des bibliothèques et des musées portant leur nom. Ils supposaient que le public leur serait reconnaissant pour leur générosité. Puis les journalistes arrivèrent et tout bascula. Le terme muckraker, littéralement remueur de boue,
venait de Theodore Roosevelt. Il l'emprunta au voyage du pèlerin de John Bunyan, faisant référence à un personnage qui raclait la fange au sol au lieu de lever les yeux vers le ciel. Roosevelt voulait que ce soit une critique, ces journalistes se concentraient sur les ordures de la société plutôt que sur ses progrès. Ils exposaient la corruption au lieu de célébrer la réussite. Les muckrakers prirent cela comme un compliment. Oui, ils remuaient la boue, car la société américaine avait beaucoup de boue qui nécessitait d'être remuée. Le mouvement débuta dans les magazines. McClure's Magazine mena la charge, fondé en 1893 par Samuel S. McClure. Il publiait du journalisme d'investigation sérieux, si aux côtés de fiction. McClure comprit une chose cruciale, la classe moyenne américaine voulait comprendre les forces qui façonnaient son monde. Elle sentait que quelque chose clochait dans le fonctionnement de la richesse et du pouvoir. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour l'expliquer clairement. En 1902, McClure publia simultanément 3 séries révolutionnaires. Lincoln Stephens exposa la corruption politique urbaine dans The Shame of the Cities. Ray Stannard Baker enquêta sur les conditions de travail et l'inégalité raciale. Et Ida Tarbell entama sa série dévastatrice sur la Standard Oil. Le travail de Tarbell frappa le plus fort. Elle avait passé des années à rechercher les pratiques commerciales de John D. Rockefeller. Elle interviewa d'anciens employés de la Standard Oil, obtint des documents confidentiels qui traça l'histoire de la compagnie depuis sa fondation jusqu'à son monopole. Ce qu'elle révéla choqua les lecteurs. Rockefeller n'avait pas bâti la Standard Oil grâce à des produits ou des services supérieurs. Il avait utilisé des tactiques impitoyables, accords secrets avec les chemins de fer pour des tarifs préférentiels, prix prédateurs pour acculer les concurrents à la faillite, espionnage industriel, corruption, menaces. La compagnie détruisait systématiquement quiconque la défiait. Tarbell écrivit avec précision et retenue. Elle n'avait pas besoin de sensationnalisme, les faits étaient suffisamment accablants. Elle montra comment le monopole de Rockefeller augmentait les prix pour les consommateurs tout en écrasant les petites entreprises, comment le trust concentrait la richesse tout en créant la pauvreté, comment la fortune d'un seul homme se faisait au prix immense de milliers d'autres. La série fut publiée de 1902 à 1904, puis sous forme de livre l'histoire de la Standard Oil Company qui devint un best-seller. Soudain, Rockefeller n'était plus un capitaine d'industrie, c'était un baron voleur. Sa richesse n'était plus une réussite admirable, c'était du recel. Rockefeller tenta de se défendre. Il pointa sa philanthropie, les bibliothèques, les universités, la recherche médicale. Son œuvre caritative ne devait-elle pas compter pour quelque chose? Le public n'y crut pas. Comme le dit un critique, Rockefeller donnait d'une main ce qu'il avait volé de l'autre. La philanthropie n'effaçait pas les méthodes utilisées pour acquérir la fortune. L'argent du sang restait l'argent du sang, même donné pour de bonnes causes. D'autres muckrakers suivirent l'exemple de Tarbell. Upton Sinclair enquêta sur l'industrie de la viande. Son roman La Jungle, publié en 1906, exposa les conditions horrifiques dans les abattoirs de Chicago. Viande avariée, vendue aux consommateurs, ouvriers perdant des doigts dans les machines, rats tombant dans les broyeurs à saucisses. Le public fut horrifié. Le président Roosevelt, après l'avoir lu, invita Sinclair à la Maison-Blanche et ordonna des investigations. Sinclair avait en réalité l'intention de mettre en lumière l'exploitation ouvrière, les conditions dangereuses, les salaires de misère, l'absence de droits. Mais les lecteurs firent une fixation sur la nourriture contaminée. Comme Sinclair le dira plus tard, j'ai visé le cœur du public et par accident, je l'ai touché à l'estomac. Pourtant, le livre obtint des résultats. La loi sur la pureté des aliments et des médicaments, c'est Pure Food and Drug Act, et la loi sur l'inspection des viandes, toutes deux votées en 1906, furent une conséquence directe de l'impact de La Jungle. David Graham Phillips s'attaqua, lui, à la corruption politique. Sa série La trahison du Sénat, publiée en 1906, montra comment les riches industriels contrôlaient les sénateurs par la corruption et l'influence. Le Sénat était censé représenter le peuple. Au lieu de cela, il servait les intérêts corporatifs. Phillips cita des noms, documenta les paiements, montra les mécanismes de la corruption avec clarté. Les attaques s'étendirent à des industries et des individus spécifiques. Thomas Lawson, ancien courtier en bourse, écrivit Frenzied Finance, exposant les manigances de manipulation boursière. Charles Edward Russell enquêta sur le trust de la viande bovine. Ray Stannard Baker écrivit sur les monopoles ferroviaires. Chaque industrie majeure passa sous la loupe. Les magazines qui publiaient ces exposés virent leur tirage s'envoler.
McClure's atteignit des centaines de milliers de lecteurs. Collier's Weekly, Everybody's Magazine, The American Magazine, tous publièrent du journalisme muckraking. Ils découvrirent que la corruption faisait vendre. Les lecteurs étaient affamés de ces révélations. Les riches ne restèrent non pas les bras croisés, ils contre-attaquèrent. Ils firent tirer pression sur les annonceurs pour boycotter les magazines impertinents. Ils rachetèrent des journaux pour imposer leurs propres récits. Ils engagèrent des firmes de relations publiques, une industrie naissante conçue pour polir les égos froissés. John D. Rockefeller Jr., cherchant désespérément à réhabiliter la réputation de son père, engagea Ivy Lee, l'un des premiers spin doctors d'Amérique. Le conseil de Lee fut radical, adopter une approche douce, montrer Rockefeller comme un être humain, photographiez-le en train de donner des pièces aux enfants, insister sur sa foi religieuse, mettez l'accent sur la philanthropie, ne répondez pas aux critiques, noyez-les simplement sous un déluge d'histoires positives jusqu'à ce que le négatif s'estompe. Cela fonctionna en partie. L'image de Rockefeller s'améliora quelque peu, mais les fondations étaient moins fissurées. Les muckrakers avaient démontré que les grandes fortunes étaient bâties sur l'exploitation. Le public ne pouvait plus ignorer cette vérité. Ces enquêtes menèrent à des réformes concrètes. La loi sur la pureté des aliments et des médicaments, la loi sur l'inspection des viandes, les lois antitrust, chacune répondait à un problème que ces journalistes avaient exposé. Leurs plumes avaient un impact réel. Elles changeaient les lois. Elles changeaient le regard de l'Amérique sur la richesse. Pour l'élite de l'âge d'or, le coup fut dévastateur. Ils avaient supposé que leur richesse leur conférait une autorité naturelle, que leur succès prouvait qu'ils méritaient le pouvoir. Les muckrakers ont dynamité cette certitude. Ils ont montré que la richesse provenait souvent de l'exploitation, non du talent. Que le monopole naissait de la corruption, non de l'efficacité. L'impact psychologique fut profond. Les riches croyaient à leur propre mythe. Ils se pensaient bienfaiteurs, créateurs d'emplois, bâtisseurs de nations. Les journalistes les recadrèrent en prédateurs, en voleurs, en oppresseurs, et cette nouvelle image colla à la peau. L'opinion publique bascula. En 1881, la plupart des Américains admiraient les industriels. En 1910, beaucoup les regardaient avec suspicion, voire une hostilité ouverte. Ce changement rendit le système social plus difficile à maintenir. Lorsque Madame Astor donnait ses bals somptueux, les journaux les couvraient jadis avec admiration. Au début des années 1900, la couverture devint critique. Pourquoi dépenser des fortunes en fête quand les ouvriers meurent de faim? Le faste, autrefois glamour, devenait obscène. Les muckrakers inspirèrent toute une génération. De futurs leaders progressistes et syndicaux tracèrent leur éveil politique à la lecture de ces exposés. En 1912, l'ère du muckraking s'essoufflait, étouffée par la pression économique des annonceurs. Mais le mal était fait, l'autorité morale des fortunes de l'âge d'or était détruite. Une fois que les Américains eurent compris comment fonctionnait réellement leur société, ils ne purent plus feindre l'ignorance. Cette compréhension créa une demande pour un changement réel, le genre de changement qui finirait par démanteler l'âge d'or tout entier. Les muckrakers n'ont pas détruit l'âge d'or seuls, mais ils ont fourni les munitions intellectuelles, ils ont armé les réformateurs avec des faits, et les riches ne le leur ont jamais pardonné. Chapitre 9, la révolte du travail et l'impôt de 1913, les ouvriers avaient été patients, des décennies de patience, acceptant des salaires de misère, en endurant des conditions périlleuses, regardant les fortunes s'accumuler au sommet tandis qu'ils luttaient pour nourrir leur famille. Mais la patience a des limites. Dans les années 1890, ces limites furent infranchies. À travers l'Amérique, les travailleurs commencèrent à riposter, pas avec des mots, mais avec des grèves, des arrêts de travail, des confrontations qui viraient parfois au sang. L'élite découvrit que sa richesse dépendait d'hommes qui avaient décidé que c'en était assez. La grande grève des chemins de fer de 1877 donna le ton. Elle débuta en Virginie occidentale lorsque la compagnie Baltimore and Ohio coupa les salaires. Les ouvriers quittèrent le travail. La grève se propagea le long des rails comme une traînée de poudre jusqu'en Pennsylvanie, puis à travers tout le pays. En quelques semaines, des dizaines de milliers d'hommes avaient cessé le travail. Les compagnies ferroviaires firent devenir des briseurs de grève. Les grévistes les combattirent. La violence éclata dans plusieurs villes. À Pittsburgh, la milice tira dans la foule, tuant 20 personnes. En réponse, les émeutiers incendièrent les propriétés du chemin de fer. Des millions de dollars de dégâts. La grève dura 45 jours avant que les troupes fédérales ne rétablissent l'ordre. Les années 1880 apportèrent leur lot de conflits.
En 1886, l'affaire Haymarket à Chicago choqua la nation. Les ouvriers faisaient un tour à grève pour la journée de 8 heures. Lors d'un rassemblement pacifique, quelqu'un lança une bombe sur la police. Sept officiers moururent. La police ouvrit le feu sur la foule. 4 ouvriers périrent. 8 anarchistes furent arrêtés, jugés et 4 furent pendus, bien que les preuves les reliant à la bombe fussent minces. L'affaire Haymarket terrifia les riches. Si les ouvriers étaient prêts à utiliser des bombes, nulle part n'était sûr. Les manoirs de la 5e avenue, les cottages de Newport, les wagons privés, tout pouvait devenir une cible. La sécurité fut renforcée, la paranoïa s'installa. Les grèves continuèrent. Acier, charbon, textile, presque chaque industrie majeure connut son soulèvement. Le schéma était immuable, les ouvriers demandaient mieux, la direction refusait, la grève éclatait, les remplaçants arrivaient, la violence suivait. La grève de Homestead en 1892 fut particulièrement brutale. À l'usine d'acier de Carnegie en Pennsylvanie, Henry Clay Frick, le bras droit du magnate, engagea 300 détectives de l'agence Pinkerton comme armée privée. Les Pinkerton arrivèrent par barge, des ouvriers armés les attendaient sur le quai. Une fusillade de 12 heures s'ensuivit. 10 morts, des douzaines de blessés. La milice d'État finit par briser la grève. Le syndicat fut détruit, mais la réputation de Carnegie subit des dommages permanents. Il s'était caché en Écosse pendant la crise, plaidant l'ignorance des tactiques de Frick. Personne ne le crut. L'homme qui prêchait l'évangile de la richesse avait ordonné à des gardes armés de tirer sur ses ouvriers. La grève Pullman de 1894 démontra la capacité d'organisation croissante du monde ouvrier. Lorsque la compagnie Pullman coupa les salaires sans réduire les loyers des logements d'entreprise, les ouvriers se mirent en grève. L'American Railway Union, dirigée par Eugene V. Debs, les soutint en refusant de manipuler les wagons Pullman. Le boycott paralysa le trafic ferroviaire national. Le président Cleveland intervint, envoyant les troupes fédérales sous prétexte que la distribution du courrier était perturbée. La grève fut brisée, Debs arrêté, mais elle prouva que les travailleurs pouvaient s'organiser au-delà d'une seule industrie. Cela effraya les riches bien plus que les grèves isolées. Chaque grève entraînait la même réponse de la direction, refus de négocier, recrutement de remplaçants, usage de la force. Les riches voyaient le compromis comme une faiblesse. Céder à un groupe et tous les autres suivront. Mieux valait les écraser tous. Pourtant, ces grèves révélèrent une faille structurelle. L'âge d'or dépendait d'une main-d'œuvre bon marché. Les manoirs exigeaient des domestiques sous-payés. Les usines avaient des besoins d'ouvriers acceptant la misère. Si ces travailleurs refusaient, le système entier s'arrêtait. Cela donnait au travail un pouvoir inattendu, pas assez pour gagner la plupart des grèves. La direction l'emportait généralement, mais assez pour rendre les riches nerveux. Assez pour montrer que leur contrôle n'était pas absolu. L'opinion publique changeait aussi. La classe moyenne, qui aurait jadis pris le parti des patrons, commençait à sympathiser avec les grévistes. Les exposés des muckrakers avaient ainsi montré l'exploitation. Les gens comprenaient la colère. Lorsque les milices tiraient sur les ouvriers, cela ressemblait à des hommes riches utilisant la puissance de l'État pour protéger leurs profits, et cela créa une pression politique irrésistible pour la réforme. Si la violence des grèves était l'unique alternative, alors peut-être que de modestes concessions avaient servi du sens. Les politiciens progressistes commencèrent à pousser pour des réformes du travail, limite des horaires, normes de sécurité, droit de se syndiquer. Rien de radical, juste un mouvement vers plus d'humanité. Les riches, eux, résistèrent à tout. Ils arguaient que le commerce ne survivrait pas à la régulation, que le marché libre exigeait une liberté totale, que les ouvriers étaient libres de démissionner s'ils n'aimaient pas leurs conditions. L'interférence du gouvernement, disaient-ils, détruirait la prospérité américaine, mais ils perdaient la bataille des idées. Et trop de gens avaient vu l'alternative. Le capitalisme sans entrave avait créé une inégalité obscène. Les ouvriers n'étaient pas libres de démissionner quand démissionner signifiait la famine. Le marché ne fonctionnait plus pour la majorité des Américains. Il fallait que ça change. Le coup de grâce arriva en 1913. Le Congrès vota le 16e amendement créant l'impôt fédéral sur le revenu. Pour la première fois, le gouvernement pouvait taxer la richesse directement. Les riches avaient combattu cela pendant des décennies. Les tentatives précédentes avaient été jugées anticonstitutionnelles, mais le mouvement progressiste finit par l'imposer. L'amendement fut ratifié en février 1913. En octobre, la loi entrait en vigueur. Les taux initiaux étaient modestes, 1% sur les revenus de plus de $3 000, jusqu'à 7% sur ceux dépassant 500 000. Les riches pouvaient payer cela sans sourciller, mais le principe même les terrifiait. Si le gouvernement pouvait taxer le revenu, il pouvait taxer la fortune. Comme on dit, le pouvoir de taxer et le pouvoir de détruire, et les taux ne pouvaient que monter. En quelques années,
alors que la Première Guerre mondiale exigeait des dépenses publiques massives. Les taux de la tranche supérieure grimpèrent en flèche. En 1918, ils atteignaient 76,7%. L'ère de l'accumulation illimitée et non taxée était révolue. L'impôt sur le revenu changea l'économie de tout. Bâtir un manoir devenait moins attrayant quand on ne pouvait plus conserver l'intégralité de ses gains. Employer 50 domestiques n'avait plus de sens lorsque la masse salariale n'était pas déductible d'un revenu net amoindri. Jeter 100 000 $ par les fenêtres pour une fête semblait soudain du gaspillage quand le fisc réclamait la majeure partie de vos profits. Les riches s'adaptèrent, ils engagèrent des comptables pour trouver des déductions, créèrent des trusts pour abriter l'argent, déplacèrent des actifs à l'étranger. L'évasion fiscale devint une industrie, mais ils ne pouvaient éviter l'impôt totalement. L'État prenait sa part, c'était désormais une constante. Les impôts sur les successions suivirent. L'État taxait les domaines lorsque la richesse passait aux héritiers. Cela empêchait les fortunes de s'accumuler intactes à travers les générations. À chaque passage de témoin, le fisc prélevait son dû. Avec le temps, cela éroda même les plus grandes fortunes. La combinaison fut dévastatrice pour l'économie de l'âge d'or. L'agitation ouvrière rendait les entreprises moins rentables. L'impôt sur le revenu prenait une grande partie de ce qui restait. L'impôt sur les successions empêchait de transmettre l'empire aux enfants. Le système qui avait créé cette concentration massive de richesses était démantelé pièce par pièce. En 1915, le paysage avait changé. Les ouvriers étaient organisés, les grèves courantes, les réformes passaient, les impôts grimpaient, les riches avaient encore des ressources énormes, mais la trajectoire était claire, leur position s'effritait. L'âge d'or touchait à sa fin, et puis vint la guerre. La Première Guerre mondiale allait tout accélérer. La pénurie de main-d'œuvre, les taxes, les changements sociaux, le conflit allait remodeler la société américaine si profondément que l'âge d'or ne reviendrait jamais. Même si les riches avaient voulu le restaurer, le monde qui l'avait rendu possible avait disparu. Chapitre 10. La Première Guerre mondiale brise l'illusion. Août 1914, l'Europe s'embrase, l'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, la Russie mobilise, l'Allemagne envahit la Belgique, la France entre en scène, la Grande-Bretagne suit. En quelques semaines, le continent est englouti dans le plus grand conflit de l'histoire humaine. L'Amérique reste à l'écart, le président Wilson déclare la neutralité, la guerre est le problème de l'Europe, qu'ils se battent entre eux. L'Amérique continuera les affaires comme d'habitude. Mais le conflit change à tout, inévitablement, même depuis l'autre côté de l'Atlantique. La Première Guerre mondiale détruisit le monde qui avait engendré l'âge d'or. Et elle le fit de manière que personne n'avait anticipé. D'abord, elle tua l'aristocratie européenne, littéralement. Les jeunes lords britanniques s'engagèrent tôt comme officiers et moururent dans les tranchées. La noblesse française perdit ses fils à Verdun. Les princes allemands tombèrent dans la Somme, la classe des officiers provenait de manière disproportionnée des familles aristocratiques. Ils menaient au front, ils moururent en nombre effroyable, les statistiques donnent le vertige. La Grande-Bretagne perdit près de 3/4 million d'hommes, une génération entière. La pairie fut dévastée, les domaines passèrent à des cousins éloignés. D'anciennes lignées s'éteignirent, la structure sociale qui avait survécu des siècles s'effondra en 4 ans. Or, cette aristocratie était le modèle absolu des millionnaires américains. Les manoirs de la 5e avenue étaient bâtis pour ressembler aux palais européens. Les rituels sociaux imitaient les cours du vieux continent. Les filles américaines épousaient des lords britanniques pour gagner des titres. Tout le système reposait sur l'idée que l'aristocratie européenne valait la peine d'être imitée. Maintenant, cette aristocratie agonisait dans la boue belge. Les fils de ducs vivaient dans des tranchées infestées de rats. Les vicomtes commandaient des hommes sous les gaz moutarde. Les comtes mouraient anonymement dans des fosses communes. Le glamour, le romantisme, les siècles de raffinement, rien de tout cela ne les protégeait des mitrailleuses et de l'artillerie. Les élites américaines observèrent et retinrent la leçon. Les titres ne signifient rien quand les obus tombent. La lignée n'arrête pas les balles. L'aristocratie européenne qu'ils enviaient fut révélée pour ce qu'elle était, vulnérable, mortelle, pas des êtres supérieurs, juste des gens privilégiés, nés dans les bonnes familles. La guerre démontra aussi que les gouvernements pouvaient faire des choses jugées impossibles. Mobilisation totale, rationnement, contrôle des prix, taxation massive, conscription, économie planifiée. Le capitalisme de laisser-faire qui avait créé les fortunes de l'âge d'or fut suspendu. La survie nationale exigeait le contrôle de l'État. Et ça marchait. La France, la Grande-Bretagne et finalement l'Amérique réorganisèrent leurs économies entières pour la production militaire. Les gouvernements dirigeaient le travail, allouaient les ressources, contrôlaient les prix.
La main invisible du marché fut remplacée par la main visible de la planification étatique et les sociétés ne s'effondrèrent pas, elles s'adaptèrent. Cela brisa les certitudes idéologiques. Si les gouvernements pouvaient diriger l'économie en temps de guerre, pourquoi ne pouvaient-ils pas la réguler en temps de paix? Si la taxation pouvait être augmentée drastiquement pour financer l'armée, pourquoi ne pouvait-elle pas rester élevée pour financer des programmes sociaux? La guerre prouva que l'intervention de l'État était viable. Cela mina chaque argument en faveur du capitalisme illimité. Lorsque l'Amérique entra dans le conflit en avril 1917, les changements s'accélérèrent. Le gouvernement avait besoin d'argent, les taux d'imposition s'envolèrent, le gouvernement avait aussi besoin de main-d'œuvre. Là, les femmes entrèrent dans les usines par millions, prenant des emplois jadis réservés aux hommes. Elles prouvèrent qu'elles pouvaient faire le travail. Elles gagnèrent leur indépendance économique. Elles découvrirent qu'elles n'avaient pas besoin de mari ou de père pour contrôler leurs revenus. Lorsque la guerre prit fin, beaucoup refusèrent de retourner à leur ancienne soumission. Cette transformation affecta dramatiquement les travailleurs domestiques. Les jeunes femmes qui avaient été servantes découvrirent qu'elles pouvaient gagner plus dans les usines de munitions. Le travail était dangereux, certes, mais il payait mieux que le service. Et surtout, quand le quart de travail était fini, elles étaient libres. Elles pouvaient rentrer chez elles, avoir une vie privée. Après avoir goûté à cette liberté, retourner servir le thé en uniforme devenait intolérable. La pénurie d'aide domestique devint aiguë. Les familles qui employaient aisément 30 ou 40 personnes avant le conflit peinaient à en trouver 10. Les salaires des domestiques augmentèrent, mais ne pouvaient rivaliser avec la paix et la liberté de l'usine. Cela rendit les manoirs de plus en plus invivables. Un palais de 50 pièces nécessitait un personnel substantiel juste pour l'entretien de base. Sans cela, les maisons se détérioraient, des pièces restaient inutilisées. Les standards chutaient, les familles erraient comme des âmes en peine dans des bâtiments énormes qu'elles ne pouvaient plus gérer. Le conflit changea aussi l'attitude américaine envers l'étalage de richesses. Lorsque des jeunes hommes mouraient en France, donner des fêtes élaborées semblait obscène. Le gouvernement encourageait la retenue. Les ressources devaient soutenir les troupes, la consommation ostentatoire semblait antipatriotique. La société continua, mais en sourdine, les bals devinrent plus petits, les listes d'invités raccourcirent, les menus se simplifièrent, non par obligation légale, mais par pression sociale. L'excès n'impressionnait plus, il embarrassait, les trophées d'hier, la fête la plus décadente, le manoir le plus vaste, la parure la plus lourde, elles semblaient tous soudain d'une frivolité indécente. Le basculement psychologique fut profond. Une génération entière avait mûri dans l'ombre du conflit. Ils avaient déjà vu l'aristocratie se faire hacher menu dans les Flandres. Ils avaient vu des gouvernements prendre le contrôle total des économies avec succès. Ils avaient vu les femmes prouver leur valeur dans les usines. Et surtout, ils avaient vu l'étalage de richesses être condamné comme un gaspillage antipatriotique. Lorsque les canons se turent, mais cette jeunesse refusa de retourner à l'ancien monde. Les vétérans en particulier rejetaient les valeurs d'avant-guerre. Ils revenaient de l'enfer, hantés par la perte de leurs camarades et le carnage industriel pour retrouver des familles riches vivant encore dans des palais tandis que les ouvriers luttaient pour survivre. L'injustice était viscérale. Beaucoup se radicalisèrent, rejoignant les syndicats ou soutenant le socialisme. Ils s'étaient battus pour la démocratie à l'étranger. Ils exigeaient qu'elle s'applique à la maison. Octobre 1917, la révolution bolchevique glaça le sang des élites américaines. Le tsar renversé, l'aristocratie assassinée, les propriétés saisies, les communistes au pouvoir. Si cela pouvait arriver en Russie, pourquoi pas ici? Les parallèles étaient aveuglants, inégalité extrême, une élite déconnectée, une classe ouvrière à bout de nerfs. La Russie avait explosé, l'Amérique pouvait être la prochaine. Cette peur poussa certaines familles vers la réforme, mieux valait accepter des impôts plus élevés et quelques régulations que de risquer la guillotine. Mieux valait baisser le ton que de provoquer les masses. C'était de l'autopréservation. D'autres se braquèrent, blâmant des agitateurs extérieurs, niant la légitimité des griefs ouvriers, mais c'était un combat d'arrière-garde. Le vent avait tourné, le conflit brisa aussi le flux culturel transatlantique. Pendant des décennies, les Américains avaient enjeté la culture européenne. La guerre gela tout, les familles européennes avaient des soucis plus urgents que de vendre des tableaux. Mais surtout, la dynamique de pouvoir s'était inversée. L'Amérique n'était plus le parvenu achetant la respectabilité à la vieille Europe. Elle était devenue son banquier. Les nations européennes devinrent des milliards à l'oncle Sam. Les Américains n'avaient plus
besoin de se sentir inférieurs, ils avaient sauvé l'Europe. Ils avaient gagné le respect par le sang et l'or. À l'armistice de novembre 1918, l'Amérique était transformée. Politiquement plus progressiste, socialement plus égalitaire, économiquement plus régulé. Le monde de 1870, ce terreau fertile où les fortunes de l'âge d'or avaient germé, avait disparu. Les fondations qui soutenaient la concentration illimitée de richesses avaient volé en éclats. Les familles riches qui avaient couché et bâti les palais de la 5e avenue se réveillèrent dans un pays étranger. Leur manoir semblait anachronique. Leur mode de vie périmé, ils pouvaient continuer à vivre comme avant, mais seulement en ignorant la réalité. La structure était instable et bientôt, elle allait commencer à s'effondrer. Chapitre 11, la faillite des héritiers. Cornelius Vanderbilt III hérita du manoir de son grand-père en 1926. C'était un cadeau empoisonné. La résidence à l'angle de la 5e avenue et de la 57e rue était magnifique. 130 pièces, un îlot urbain entier, la plus grande maison privée de Manhattan. Elle avait coûté plus de 3 millions à bâtir en 1882, le sommet de l'ambition des Vanderbilt, mais elle coûtait aussi 30 000 $ par an rien qu'en taxes foncières. Ajoutez le chauffage, l'électricité, l'entretien, l'assurance et les frais fixes dépassaient les 100 000 $ annuels. Pour y vivre réellement, il fallait employer au moins 30 personnes, ce qui ajoutait encore 100 000 $ en salaire. Cornelius III était riche selon tous les standards normaux, mais il ne pouvait pas se payer cette maison, personne ne le pouvait, plus maintenant, l'équation économique avait changé radicalement. Son grand-père, Cornelius II, avait vécu dans un paradis fiscal qui ne disait pas son nom. Pas d'impôt sur le revenu, on gagnait, on gardait, on bâtissait. En 1926, la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu était de 25%, elle avait atteint 67% pendant la guerre et allait remonter, mais même à 25%, cela signifiait donner un quart de ses revenus à l'État avant même de payer la première facture d'électricité. Les droits de succession aggravèrent le problème et la fortune du grand-père s'était transmise presque intacte. Dans les années 1920, le fisc prélevait des morceaux énormes du patrimoine à chaque décès. L'argent qui avait financé la construction du manoir ne pouvait plus être répliqué par des héritiers face à la fiscalité moderne. Et puis, il y avait l'impossible équation des domestiques. Avant la guerre, trouver de l'aide était simple. Les jeunes immigrants avaient besoin de travail. Après le conflit, les opportunités s'étaient multipliées. L'usine payait de mieux, le commerce offrait plus de liberté. Qui voulait encore vivre dans les sous-sols d'un maître? Ceux qui acceptaient encore de servir exigeaient des salaires élevés. Si vous vouliez un majordome et une équipe complète, vous payiez le prix fort et peiniez tout de même à recruter. Les mathématiques étaient implacables. Pour maintenir un palais sur la 5e avenue, il fallait dépenser peut-être 250 000 $ par an. Pour générer cette somme, après impôt, il fallait des revenus colossaux. Et même alors, la majeure partie de cette fortune serait engloutie juste pour maintenir un toit au-dessus de sa tête. Cornelius III regarda les chiffres et prit la seule décision rationnelle, vendre. La maison fut cédée à Bergdorf Goodman pour 7 millions de $. Ils voulèrent le terrain, pas le bâtiment. En quelques mois, le manoir fut démoli. Il ne fut pas le seul. Tout le long de la 5e avenue, les mêmes calculs se faisaient dans les salons feutrés. La veuve d'Andrew Carnegie vendit son manoir en 1926. La maison avait à peine 27 ans. Elle avait été bâtie pour durer des siècles. Elle n'a pas tenu 3 décennies. Les manoirs Astor tombèrent. La maison Havmeyer fut démolie. Le palais du sénateur Clark, ce délire à 7 millions de $ qui avait nécessité 7 ans de travaux, fut rasé en 1927. Un par un, les monuments de l'excès de l'âge d'or disparurent. Et les familles qui vendaient n'étaient pas ruinées. Beaucoup restaient très riches. Mais la richesse ne suffisait plus, il fallait des ressources extraordinaires, quasi illimitées, et pour maintenir ces vaisseaux de pierre, certains tentèrent de s'adapter, ils condamnèrent des étages entiers, vécurent dans quelques pièces, réduisirent le personnel au strict minimum, mais vivre dans un manoir de 50 pièces avec 5 domestiques signifiait la mort lente du bâtiment, les pièces non chauffées moisissaient, les fuites n'étaient plus réparées, les standards s'effondraient. D'autres tentèrent de convertir les manoirs en appartements, en bureaux, en clubs. Mais ces bâtiments n'étaient pas conçus pour le partage. Les pièces étaient trop vastes, les agencements trop spécifiques, la plomberie obsolète. Rénover coûtait plus cher que de tout raser et de reconstruire. De toute façon, la valeur du terrain rendait la démolition inévitable. Un terrain sur la 5e avenue valait des millions, mais seulement si l'on pouvait y construire quelque chose de rentable. Un manoir abritant une seule famille ne générait aucun revenu. Un immeuble d'appartements ou de bureaux générait des profits substantiels. La logique financière écrasait tout sentimentalisme. Vendre le terrain, démolir le manoir, bâtir du moderne, les promoteurs payaient des prix d'or. Les familles acceptaient
car garder les maisons signifiait se ruiner à petit feu. Le coût émotionnel fut immense, ce n'était pas juste des bâtiments, c'était des foyers, là où les enfants avaient grandi, où les mariages avaient été célébrés. Vendre signifiait admettre que l'ère était finie, que les jours de gloire de la famille appartenaient au passé. Certains descendants luttèrent, empruntèrent, différèrent l'entretien, s'accrochèrent, mais la plupart finirent par capituler. L'économie ne pardonne pas, on ne pouvait pas maintenir les manoirs de l'âge d'or avec les revenus de l'ère moderne. Dès que le premier coup fut porté, la fin fut rapide. Les équipes de démolition pouvaient raser un manoir en quelques semaines. Les façades de calcaire, qui avaient demandé des années de sculpture minutieuse, furent d'un temps réduites en gravats. Les intérieurs ornés furent éventrés, quelques éléments architecturaux se furent sauvés, vendus à des collectionneurs ou à des musées, mais la majeure partie finit à la décharge. Les photographies de cette époque montrent le spectacle surréaliste de ces palais en cours de destruction, des murs abattus, des toits effondrés, des façades élégantes percées de trous béants. Le contraste entre la grandeur du bâtiment et la violence de sa mise à mort était saisissant. Ce qui avait pris des années à bâtir prenait des jours à détruire. New York n'était pas seul, le même scénario se jouait ailleurs, les manoirs de Chicago tombèrent, les domaines de Philadelphie furent vendus, les cottages de Newport s'en sortirent un peu mieux car c'étaient des résidences de vacances et non des gouffres financiers occupés à l'année, mais même là, beaucoup furent démolis ou sombrèrent dans l'abandon. La vitesse de la transformation choqua les observateurs. En 1890, la 5e avenue était une allée de manoirs. En 1930, la plupart avaient disparu. 40 ans. De la construction à la démolition, des bâtiments conçus pour durer des siècles n'ont même pas survécu à une demi-vie humaine. Ce qui les remplaça racontait sa propre histoire. Grands magasins, immeubles de bureaux, appartements. Entreprises commerciales ouvertes à quiconque avait de l'argent à dépenser. Le quartier résidentiel exclusif devint un espace mixte, l'accès public remplaça le privilège privé, le paysage physique s'alignait enfin sur les nouvelles valeurs sociales. Quelques rares manoirs survécurent, la maison de Henry Clay Frick devint un musée comme il l'avait planifié, sa veuve y vécut jusqu'en 1931, puis la Frick Collection ouvrit au public. Elle demeure aujourd'hui l'un des plus beaux petits musées du monde. Le manoir d'Andrew Carnegie résista plus longtemps que la plupart avant d'être menacé de démolition. Finalement, il fut sauvé et abrite aujourd'hui le Cooper Hewitt Museum. Le musée de la ville de New York occupe ce qui fut jadis une résidence privée. Mais ce sont des exceptions. La vaste majorité a disparu. Là où se dressait le manoir Vanderbilt trône désormais le grand magasin Bergdorf Goodman. Là où étaient les maisons Astor se trouve de l'immobilier commercial. Les preuves physiques de l'âge d'or se sont évaporées. Les bâtiments qui hurlaient la richesse ont été réduits au silence. Ces démolitions représentaient bien plus qu'une perte architecturale. Elles marquaient la fin d'un système économique et la fin d'une structure sociale, la fin d'une ère où l'accumulation illimitée était possible et où maintenir des palais privés était faisable. Les héritiers n'étaient pas des ratés, ils vivaient simplement dans une autre époque. Une époque de taxes élevées, de coûts prohibitifs et de valeurs différentes. L'âge d'or avait bâti ces monuments, puis les réalités économiques et sociales les avaient rendus insoutenables. Les manoirs ne sont pas tombés à cause d'un désastre ou d'une destruction délibérée, mais parce que personne, absolument personne, ne pouvait plus se permettre de les laisser debout. Chapitre 12, la boule de démolition et ce qui a survécu. Les années 1920 et 1930 ont transformé la 5e avenue au point de la rendre méconnaissable. Là où se dressaient des châteaux français, des tours art déco s'élevèrent vers le ciel. Là où des palais privés occupèrent des îlots entiers, des immeubles d'appartements abritaient désormais des centaines de familles. L'avenue qui avait symbolisé l'excès devint une artère commerciale. Le style architectural de ce qui remplaça les manoirs est éloquent. L'art déco, moderne, lignes épurées, motifs géométriques, aucune prétention historique. Ces bâtiments n'essayaient pas de ressembler à des palais européens. Ils s'annonçaient comme profondément américains, contemporains, tournés vers le futur et non vers le passé. Le nouveau bâtiment de Bergdorf Goodman sur le site des Vanderbilt ouvrit en 1928, élégant certes, mais commercial, quiconque avait de l'argent pouvait entrer, pas besoin de référence sociale, pas de carte de visite, pas d'introduction formelle. Entrer et acheter, la démocratisation était totale. Là où les 400 de la haute société se réunissaient, des milliers de clients flânaient désormais. Les immeubles d'habitation qui remplacèrent d'autres manoirs suivirent la même logique. Des bâtiments comme le 740 Park Avenue, achevé en 1930, abritaient des familles riches, mais au lieu d'une famille par îlot,
des douzaines vivaient dans le même immeuble. Ils partageaient une adresse, un hall, du personnel, et l'isolement extrême du manoir de l'âge d'or avait vécu. C'était le triomphe de l'efficacité. Un immeuble générait des revenus pour les propriétaires tout en offrant une logistique rationnelle pour les résidents. Le terrain était utilisé de manière productive. Les impôts étaient à découvert par les loyers. Ces bâtiments s'autofinançaient d'une manière que les manoirs unifamiliaux n'avaient jamais pu faire. Pourtant, tout ne fut pas détruit. Quelques structures de l'âge d'or ont survécu en transformant leur raison d'être. Elles sont devenues des musées, des clubs, des écoles. La survie exigeait l'accès public. Le palais privé devenait ressource commune. La Frick Collection ouvrit en 1935. Henri Clay Frick l'avait voulu ainsi. Se promener chez Frick aujourd'hui, c'est visiter un manoir de l'âge d'or figé dans le temps. Les peintures sont là, les meubles aussi. Sauf que maintenant, tout le monde peut entrer, payer votre billet et vous pénétrez un monde qui fut jadis hermétiquement clos. La bibliothèque Morgan suivit un chemin similaire. La bibliothèque personnelle de JP Morgan devint un musée après que son fils en fit don au public en 1924. Les livres rares, les manuscrits et les œuvres d'art que Morgan avait amassées sont désormais accessibles aux chercheurs et aux visiteurs. Ces institutions ont préservé non seulement des murs, mais des collections entières. L'art que les barons voleurs avaient accumulé n'a pas disparu, il a été rendu accessible. Ironiquement, leurs fortunes ont fini par servir le bien public qu'ils avaient si souvent ignoré de leur vivant. Mais pour chaque manoir reconverti, 10 furent démolis. La majorité de l'architecture de l'âge d'or s'est simplement volatilisée. Un visiteur sur la 5e avenue aujourd'hui ne voit presque aucune trace de cette époque. Les bâtiments sont partis, les familles qui les ont bâtis sont devenues des notes de bas de page dans les livres d'histoire. Le système social qui soutenait le tout a disparu. Seules les histoires demeurent. Les bâtiments art déco qui les ont remplacés, le Chrysler Building, l'Empire State, le Rockefeller Center définissent désormais la ligne d'horizon de New York. Ils représentent un ensemble de valeurs différents. Le pouvoir corporatif plutôt que la richesse individuelle, le modernisme plutôt que l'imitation, le commerce plutôt que l'exclusivité. En un sens, c'est un progrès. L'architecture est plus efficace, l'impact social plus large, mais quelque chose a été perdu, l'artisanat, les matériaux, l'ambition pure de bâtir un palais privé dans une ville moderne. Les manoirs de l'âge d'or étaient excessifs, gaspilleurs des monuments à l'inégalité, mais c'était aussi des prouesses artistiques. Le travail et le talent qu'ils ont engloutis ne peuvent être répliqués. L'économie moderne rend de tels bâtiments impossibles. Même les milliardaires d'aujourd'hui ne construisent pas des palais urbains de 100 pièces. Les coûts sont trop élevés, le personnel introuvable, les taxes prohibitives et le climat social condamnent un tel étalage. Il nous reste donc les exceptions. L'Afrique, la Morgan Library, les cottages de Newport, des fenêtres ouvertes sur un monde évanoui. Ils nous rappellent que rien, aussi solide que cela puisse paraître, n'est permanent. L'âge d'or a bâti ses monuments, puis les forces économiques, les changements sociaux et l'évolution des mœurs en ont détruit la plupart. Les boules de démolition qui ont fracassé les manoirs Vanderbilt dans les années 1920 ont détruit bien plus que des pierres. Elles ont abattu un système, une structure, une façon de vivre qui semblait inébranlable mais s'est révélée remarquablement fragile. Ce qui a survécu l'a fait en se transformant, en s'ouvrant, en servant un but plus large. Les palais privés devenus institutions publiques ont perduré, ceux qui sont restés exclusivement privés ont disparu. C'est peut-être là la leçon finale, la richesse qui ne sert qu'elle-même ne dure pas. Les fortunes qui ne profitent qu'à leurs propriétaires se dispersent, les bâtiments qui n'abritent qu'une seule famille finissent en poussière, mais les ressources dédiées aux bénéfices publics peuvent endurer. L'âge d'or est fini, ces manoirs sont tombés, son système s'est effondré, mais transformés en institutions au service de tous, quelques fragments survivent. Non pas comme des monuments à la gloire de l'argent, mais comme des ressources pour le savoir, non comme un luxe privé, mais comme un héritage partagé. L'ère s'est éteinte, mais ses vestiges, repurposés et démocratisés, sont toujours là